Le relevé bancaire que je tenais entre mes mains prouvait que tout ce que je croyais savoir sur ma place dans ce monde était faux. 350 millions de dollars. Ma mère adoptive ne s'était pas contentée de m'aimer. Elle m'avait fait une confiance absolue, tandis que ma famille, qui tolérait à peine ma présence, se disputait les miettes, ignorant tout du festin qui m'était déjà destiné. Vous savez comment la vie a cette façon de révéler le vrai visage des gens quand ils pensent que vous n'avez plus rien à perdre? Comme l'amour devient vite conditionnel quand il n'y a plus rien à en retirer? Comme la famille se transforme rapidement en étranger quand le deuil est censé vous unir? C'est précisément de cela que parle cette histoire. Le moment où vous réalisez que vous jouiez aux échecs pendant que tous les autres pensaient jouer aux dames. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Que vous profitiez de la fraîcheur de l'automne comme ici, ou que vous soyez au chaud en quête d'une bonne histoire, je sais combien vous aimez ces récits de justice et de vérité. Alors, n'oubliez pas de liker, car celui-ci va vous emporter. Je m'appelle Melody Williams, et voici l'histoire de mon ascension fulgurante. De brebis galeuses d'une riche famille blanche à femme possédant tout ce qu'ils convoitaient. Imaginez la scène, moi, planté dans le hall de marbre froid de leur manoir, observant ma soi-disant famille se partager les biens de ma mère défunte comme des vautours, ignorant tout du fait que je détenais déjà les titres de propriété de tout ce qu'ils se disputaient. Mais avant d'en arriver à ce moment de révélation, laissez-moi vous raconter le début de cette histoire. Abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer les moindres détails de la façon dont cette famille a obtenu justice. J'avais 23 ans quand mon monde s'est effondré. Rebecca Williams, la seule mère que j'ai jamais connue, celle qui m'avait adoptée alors que j'étais en difficulté dans le système de placement familial, venait de perdre son combat contre le cancer. Je parle de cette femme qui me tressait les cheveux tous les matins avant l'école, qui m'a appris le français et le piano, qui ne m'a jamais laissé me sentir autre chose que sa précieuse fille. Elle servait de tampon entre moi et le reste de la famille Williams. Son mari, David, et ses proches n'avaient jamais vraiment su comment aimer une petite fille noire comme Rebecca l'aimait. Il n'était pas cruel à proprement parler, juste, distant. Il me donnait toujours l'impression d'être une invitée plutôt qu'une membre de la famille. Des remarques sur mes cheveux, jugés difficiles à coiffer. Des regards surpris quand je réussissais bien à l'école, comme s'il s'attendait à moins. La façon dont les conversations s'interrompaient dès que j'entrais dans une pièce. Rebecca a tout vu et elle a veillé à ce que je me sente à ma place. Après les dîners de famille, elle me prenait à part et me racontait des histoires de femmes fortes qui ont changé le monde. Elle m'a inscrite dans les meilleures écoles, s'est assurée que j'apprenne plusieurs langues et m'a initiée aux investissements et au monde des affaires. Elle m'a traitée comme si j'étais destinée à un brillant avenir, et non à la charité. À cette époque, je croyais en l'amour. Un amour véritable, inconditionnel. Je croyais que la famille avait une importance capitale, que ceux qui m'avaient élevée me protégeraient coûte que coûte. Je croyais que la bonté était naturelle, que les gens étaient fondamentalement bons, que si l'on donnait son cœur sincèrement, il serait précieusement conservé. Je pensais que le nom de Williams signifiait que j'avais ma place quelque part, que j'avais trouvé mon foyer pour toujours. J'étais sur le point de découvrir à quel point cela m'avait rendu naïf. Le lendemain des funérailles de Rebecca, j'ai trouvé David et sa sœur Patricia en train de fouiller dans les bijoux de Rebecca, dans sa chambre. Ils n'étaient ni en deuil, ni dans le souvenir, ils se disputaient. Patricia a brandi un collier de diamants que Rebecca portait souvent lors des galas de charité. Ça devrait sans doute aller à quelqu'un qui sait apprécier les beaux bijoux, dit Patricia en me jetant un regard comme si j'étais invisible. David acquiesca. Rebecca était parfois trop généreuse. Elle ne réfléchissait pas toujours de manière pratique à ces choses-là. Trop généreux. À propos de m'aimer. C'est alors que j'ai compris que la mort de Rebecca n'avait pas seulement emporté ma mère. Elle avait fait disparaître la seule raison pour laquelle cette famille avait faim de m'accepter. Le masque tombait, et j'allais enfin découvrir qui ils étaient vraiment. Ce que j'ignorais encore, c'est que Rebecca avait vu venir ce moment bien avant moi. Elle s'y était préparée de manière à laisser tout le monde sans voix. Mais d'abord, j'ai dû voir mon monde entier s'effondrer autour de moi. Je suis restée là, à les regarder trier les objets les plus précieux de Rebecca, comme s'il s'agissait de brocantes, et quelque chose en moi s'est brisé. C'étaient les boucles d'oreilles que Rebecca portait le jour de ma remise de diplôme. Le bracelet qu'elle ne quittait jamais. La bague qui avait appartenu à sa grand-mère. Et il les traitait comme de la marchandise. Mélodie, dit David sans lever les yeux, tu devrais peut-être commencer à réfléchir à ta situation de logement. Cette maison va avoir besoin de quelques ajustements. Des ajustements. 3 jours après l'enterrement de la femme qui m'a élevée, il planifiait déjà mon expulsion.
Patricia leva les yeux de sa boîte à bijoux. Il y a de jolis appartements en ville. Rien de luxueux, mais parfait pour quelqu'un qui commence à vivre seul. Je prenais mon indépendance. Comme si je n'avais pas vécu dans cette maison pendant 16 ans. Comme si Rebecca n'avait pas choisi cette chambre spécialement pour moi, l'avait peinte de ma couleur préférée, n'avait pas accroché mes œuvres d'art au mur. Jetzt Royce. Ai-je commencé, puis je me suis arrêtée. Que allais-je dire? Que je croyais que c'était chez moi. Que Rebecca m'avait toujours dit que j'avais ma place ici. Cela sonnait pathétique, même à mes propres oreilles. Tu pensais quoi? La voix de David avait ce ton agacé qu'elle prenait toujours quand il était contrarié contre moi. Rien. J'essaie encore de digérer tout ça. Patricia se leva, tenant un collier de perles à la lumière. Rebecca était merveilleuse avec toi, ma chérie. Vraiment merveilleuse. Mais elle ne pensait pas toujours aux aspects pratiques. Le coût de l'entretien de l'enfant d'autrui, la complexité de... Enfin, tu comprends. L'enfant de quelqu'un d'autre. Après 16 ans, c'est ce que j'étais pour eux. David s'éclaircit la gorge. Nous vous laissons un peu de temps pour y voir plus clair. Quelques semaines, peut-être. Quelques semaines. Pour faire mon deuil de ma mère et trouver un endroit où vivre, car je n'étais plus la bienvenue dans la seule maison que j'ai jamais vraiment connue. Cet après-midi-là, j'étais assise dans le bureau de Rebecca, entourée de ses livres et de son odeur. Ce mélange de parfums raffinés et de tisane à la lavande qu'elle buvait toujours. Cette pièce était notre refuge. C'est là qu'elle m'apprenait à jouer aux échecs, que nous parlions de tout, des garçons aux affaires, qu'elle sortait des albums photos et me racontait ses voyages. J'ai ouvert le tiroir de son bureau à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui puisse me réconforter. Ce que j'y ai trouvé a tout changé. Une épaisse enveloppe en papier craft où mon nom était inscrit de la main soignée de Rebecca. À l'intérieur, une lettre et ce qui semblait être des documents juridiques. Ma très chère Mélodie, commençait la lettre, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu te sens probablement très seule en ce moment. Je veux que tu saches que tu n'as jamais été seule, pas un seul jour depuis que tu es entrée dans ma vie. J'entendais sa voix dans chaque mot. J'ai observé David et sa famille au fil des ans. J'ai vu comment ils te traitent quand ils pensent que je ne regarde pas. Je sais ce qui arrivera quand je ne serai plus là pour te protéger. C'est pourquoi j'ai pris certaines dispositions. Mes mains ont commencé à trembler. Les documents ci-joints vous transfèrent l'intégralité de la propriété de mes biens, tout. La maison, le portefeuille d'investissement, les parts d'entreprise, tout. Environ 350 millions de dollars. Vous êtes désormais l'une des jeunes femmes les plus riches du pays. J'ai dû relire cette phrase 3 fois avant de la comprendre. 350 millions de dollars. Pas des milliers. Pas des millions. 350 millions. Mais Mélodie, je te conseille de faire très attention à la façon dont tu gères cette information. Je soupçonne qu'une fois que la famille aura compris ce que j'ai fait, leur comportement envers toi changera radicalement. Les gens ont parfois tendance à devenir très affectueux quand l'argent est en jeu. J'ai levé les yeux de la lettre, pensant à David et Patricia à l'étage, se partageant des bijoux qu'ils pensaient leur appartenir. Je te laisse le choix. Tu peux révéler cet héritage immédiatement et les regarder se démener pour gagner tes faveurs. Ou tu peux attendre. Observer. Voir qui te témoigne de la bonté quand il te croit démuni. Voir qui est ta véritable famille. La vraie famille. Ces mots m'ont profondément touché. Quel que soit ton choix, sache que tu as été la plus grande joie de ma vie. Tu n'as jamais été pour moi une œuvre de charité, un fardeau, ni rien de moins que ma fille bien-aimée. Et maintenant, tu as les moyens de construire la vie que tu souhaites. La lettre était signée d'un cœur et de la mention « Je t'aime, maman ». Maman. Elle ne m'avait jamais demandé de l'appeler ainsi, elle disait que je pouvais l'appeler comme je le sentais. Mais dans sa dernière lettre, c'est ainsi qu'elle se désignait elle-même. J'étais assis là, tenant entre mes mains des documents juridiques d'une valeur de 350 millions de dollars, tandis qu'à l'étage, David et Patricia se disputaient une collection de bijoux qui ne valait probablement même pas 50 000 dollars au total. L'ironie était tellement flagrante que j'ai failli rire. Mais ensuite, j'ai repensé aux paroles de Rebecca. À l'idée de voir qui me témoignerait de la gentillesse alors qu'il me croyait démuni. À la découverte de ma véritable famille. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'allais me taire. J'allais les laisser croire que j'étais pauvre, sans abri, entièrement dépendante de leur charité. J'allais observer chaque membre de cette famille me révéler sa véritable nature. Et puis, quand j'ai été prêt,
quand j'en ai assez vu. J'allais changer leur monde à jamais. Ce que je n'avais pas encore compris, c'était à quel point la situation allait dégénérer. Jusqu'où ils étaient prêts à aller, persuadés que je ne pouvais pas me défendre. Combien leur véritable nature allait leur coûter quand la vérité éclaterait enfin. Le lendemain matin, David a frappé à la porte de ma chambre avec une nouvelle qui allait mettre à rude épreuve toute la force que Rebecca avait essayé de me transmettre. David se tenait sur le seuil de ma porte, une tasse de café à la main, et pendant un instant, j'ai cru qu'il essayait de me réconforter. Peut-être que le chagrin lui avait rappelé que nous étions une famille. Peut-être que je m'étais trompée sur toute la ligne. Mélodie, il faut qu'on parle de choses pratiques. Pas le confort. Les affaires. Il s'est assis au bord de mon lit sans y être invité, et je sentais encore le parfum de Rebecca sur les oreillers. Sa présence m'a paru être une intrusion. Patricia et moi avons discuté de votre situation et nous souhaitons vous aider dans votre installation. Il marqua une pause, comme s'il attendait des remerciements. Nous vous avons trouvé un petit appartement à une vingtaine de minutes d'ici. Rien d'extraordinaire, mais propre et sûr. Je serrai plus fort la lettre de Rebecca dans ma poche. Et tes études? Je terminais mon master en administration des affaires à Northwestern. Eh bien, voilà le problème. Les études supérieures privées coûtent cher, et sans le soutien de Rebecca. Il haussa les épaules, comme si la situation ne dépendait pas de lui. Il y a les IUT. Les prêts étudiants. On trouve toujours une solution. Des gens y arrivent. Des gens qui n'ont pas grandi dans un manoir à 15 millions de dollars, avec des fonds de placement et des précepteurs privés. Des gens qui n'ont pas eu une mère qui leur a légué 350 millions de dollars. David, je fais partie de cette famille depuis 16 ans. Et nous ne vous abandonnons pas, sa voix prit ce ton patient que les adultes emploient avec les enfants difficiles. Mais la succession de Rebecca doit être réglée, et cela implique des responsabilités. Il faut entretenir la maison, payer les impôts, gérer les placements. Ces choses nécessitent, eh bien, elles nécessitent la famille. La vraie famille. Pas moi. Que dites-vous exactement? Je te dis que tu es une femme adulte maintenant, et qu'il est temps de construire ta propre vie. Rebecca aurait voulu ça pour toi. La manipulation était hallucinante. Utiliser le souvenir de Rebecca pour justifier de me rejeter. Cet après-midi-là, j'ai appelé Maya, ma meilleure amie de la fac. On s'était rencontrés en première année, quand elle était la seule autre boursière de notre résidence universitaire, et elle comprenait ce que ça faisait de vivre dans des milieux aisés sans jamais vraiment y trouver sa place. Ils te mettent vraiment à la porte. La voix de Maya était empreinte de colère. 3 jours après les funérailles. Ce n'est pas tout. Je lui ai parlé des bijoux, de l'appartement qu'ils avaient trouvé, de son abandon des études supérieures. Je ne lui ai pas parlé de l'héritage. Pas encore. Mélodie, c'est insensé. Rebecca ne t'a rien laissé? Même pas un petit fonds de placement? Apparemment pas, le mensonge avait un goût amer. Mais elle t'aimait plus que quiconque. J'ai vu comment elle te regardait, à quel point elle était fière. Il y a forcément quelque chose. Il y avait quelque chose. Il y avait tout. Mais je devais voir jusqu'où irait cette trahison. Maya resta silencieuse un instant. Tu sais quoi? Viens rester chez moi. Mon appartement est tout petit, mais on trouvera une solution. Tu n'as besoin de rien de leur part. Ce soir-là, au dîner, la réunion de famille avait des airs de réunion d'affaires. David était assis en bout de table, à la place qu'occupait Rebecca. Patricia était là avec son mari James et leurs jumeaux, Marcus et Matthew, tous deux 1 an plus âgés que moi. La sœur de Rebecca, Hélène, était venue en voiture depuis la banlieue. J'avais grandi à cette table, mais ce soir, je me sentais comme une étrangère observant leur vie se dérouler sans moi. Nous avons donc parlé à l'avocat chargé de la succession, annonça Patricia en coupant son saumon. La plupart des biens de Rebecca devront être liquidés pour payer les impôts et les dettes. Debts. Rebecca avait une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars, et ces gens-là parlaient de dettes. Et la maison? Demanda Hélène. Nous allons bien sûr garder ça dans la famille, a déclaré David. De toute façon, Patricia et James cherchaient quelque chose de plus grand. Patricia acquiesca. Les garçons vont bientôt commencer l'université, et cet endroit a tellement de charme. Rebecca serait ravie de savoir qu'il reste dans la famille. Je n'étais pas de la famille. Le message était on ne peut plus clair. Marcus leva les yeux de son téléphone.
Et toute la collection d'art de maman? Certaines de ces pièces valent une fortune. Nous allons tout faire expertiser, dit David. Et partager équitablement les biens entre les membres de la famille. Et Mélodie? Demanda Matthew, et pendant une seconde, j'ai ressenti un espoir. Elle ne reçoit rien? Patricia afficha ce sourire faussement mielleux qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Bien sûr, ma chérie. Mélodie recevra quelques objets personnels. Des photos, peut-être un bijou à valeur sentimentale. Valeur sentimentale. Pendant qu'ils discutaient du partage de millions de dollars en œuvres d'art et en biens immobiliers. En fait, dit Hélène avec précaution, je me demandais ce qu'il advenait de la bague de la grand-mère de Rebecca. Celle en émeraude. Rebecca a toujours dit qu'elle reviendrait à sa fille. Un silence s'installa à table. Je retins mon souffle. Eh bien, dit lentement Patricia, Rebecca n'avait pas de fille. Pas, vous voyez ce que je veux dire. Pas une vraie fille. Pas moi. Je pense que la fille de Patricia devrait l'avoir, dit David d'un ton ferme. Quand elle sera assez âgée. La fille de Patricia avait 8 ans. Mais la bague que Rebecca portait tous les jours, dont elle me racontait des histoires, qui avait appartenu à 4 générations de femmes de sa famille, allait à une enfant qui savait à peine que Rebecca avait existé. Je me suis excusée et suis allée dans le bureau de Rebecca. Dans le tiroir du bas de son bureau, sous de vieux documents fiscaux, j'ai trouvé ce que je cherchais, le journal intime de Rebecca des 2 dernières années. J'ai ouvert une page pour consulter un article datant d'il y a 6 mois. David m'a pris à part aujourd'hui pour me parler de mon testament. Il a dit qu'il était inquiet à propos de mes obligations envers Mélodie après ma mort. Des obligations. Comme si l'aimer était un fardeau que j'avais pris par devoir. Je lui ai dit que Mélodie était prise en charge, et il a semblé soulagé. Il n'a aucune idée de ce que cela signifie réellement. Il y a 3 mois, Patricia a encore fait une remarque sur les cheveux de Mélodie aujourd'hui. Elle a dit qu'il serait peut-être temps qu'elle apprenne à faire avec ce qu'elle a naturellement, au lieu de se faire coiffer par un professionnel. J'aurais voulu lui dire que je paie pour les cheveux de Mélodie parce que je l'aime, parce qu'elle mérite de se sentir belle, parce que c'est ce que font les mères. Mais Patricia ne comprendrait pas. Pour elle, Mélodie n'a jamais été qu'un de mes passe-temps coûteux. 2 semaines avant son décès. Je modifie à nouveau mon testament. Tout revient à Mélodie. David et Patricia croient hériter d'une fortune, mais Mélodie, c'est Mélodie la fortune. Elle est la seule à m'avoir aimé pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais leur apporter. Quand ils l'apprendront, ils comprendront qu'ils ont laissé partir la personne qu'ils auraient dû chérir. J'espère que cela leur fera comprendre la véritable valeur de l'amour. La vraie valeur de l'amour. Rebecca avait vu exactement ce qui allait se passer. J'ai refermé le journal et pris ma décision. J'allais leur donner toutes les chances de me montrer qui ils étaient vraiment. J'allais les laisser dévoiler leur avidité, leurs préjugés, leur absence totale d'amour pour la fille que Rebecca appelait sa fille. Et quand ils m'eurent tout montré, quand ils eurent prouvé sans l'ombre d'un doute qu'ils ne me considéraient que comme un fardeau dont il fallait se débarrasser, c'est alors que je leur apprenais la véritable valeur de ce qu'ils avaient jeté. Le lendemain matin, David a de nouveau frappé à ma porte. Cette fois, il n'était pas seul. Mélodie, nous devons discuter du calendrier de ton déménagement. Mais il ne s'agissait plus seulement de l'appartement. Je le voyais dans ses yeux, dans la façon dont Patricia se tenait derrière lui, les bras croisés. Ils avaient pris une décision à mon sujet. Et cette décision allait me montrer jusqu'où ils étaient prêts à aller pour m'effacer complètement de la vie de Rebecca. Nous y avons réfléchi, a déclaré Patricia, et honnêtement, faire traîner les choses n'est juste pour personne. Nous pensons qu'il vaut mieux que vous déménagiez ce week-end. Ce week-end. 4 jours après l'enterrement de Rebecca. Mais j'ai besoin de temps pour faire mes valises, pour m'organiser pour l'école. On va t'aider à faire tes valises, dit David d'un ton ferme. Et franchement, une pause dans tes études te ferait peut-être du bien. Ça te donnerait le temps de t'adapter à ta nouvelle réalité. Ma nouvelle réalité. Pauvre, sans abri, entièrement dépendante de la charité pour survivre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais sur le point de leur faire prendre conscience de la réalité et de bouleverser leur monde. Mais d'abord, je devais endurer ce qu'ils comptaient me faire subir. Car je devais voir de mes propres yeux jusqu'où ils pouvaient aller dans la cruauté lorsqu'ils me croyaient incapable de me défendre. L'expulsion n'était que le début. J'ai passé cette nuit-là à empaqueter toute ma vie dans 3 valises, essayant de choisir ce qui comptait le plus parmi 16 années de souvenirs.
Le livre préféré de Rebecca, celui qu'elle me lisait quand j'étais petite. La photo de nous deux à ma remise de diplôme, où elle semblait plus fière que n'importe quelle mère biologique. Une petite boîte à bijoux qu'elle m'avait offerte pour mes 18 ans, sans grande valeur, mais pleine de sens. Patricia est apparue sur le seuil de ma porte vers minuit, me regardant plier du linge. « Tu sais, c'est sans doute mieux ainsi », dit-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Rebecca était bien intentionnée, mais elle ne t'a pas vraiment préparée à la réalité. J'ai levé les yeux de ma valise. Que voulez-vous dire? Eh bien, elle t'a tout donné. Des écoles privées, des vêtements de marque, des opportunités que la plupart des gens n'ont jamais. Mais elle ne t'a pas appris à mériter tout ça par toi-même. La voix de Patricia trahissait cette fausse inquiétude qu'elle avait si bien maîtrisée. Peut-être que galérer un peu te fera du bien. Ça te forgera le caractère. Forger son caractère. Comme si 16 ans de micro-agression et d'amour conditionnel n'avaient pas déjà suffi à forger un caractère suffisant. De plus, a-t-elle poursuivi, vous êtes jeune, vous êtes intelligent, enfin, vous avez des atouts sur le marché du travail actuel. La diversité, tout ça. Diversité et tout ça. Elle était même incapable de prononcer le mot noir. Vendredi matin, Maya est arrivée pour m'aider à déménager. Elle a jeté un coup d'œil à la famille qui chargeait mes affaires dans sa Honda Civic pour s'installer dans la maison de mon enfance, et j'ai vu qu'elle luttait pour ne pas exploser. C'est dingue, murmura-t-elle tandis que nous portions des cartons. Ils agissent comme si vous n'aviez jamais vécu ici. Elle avait raison. David avait déjà commencé à installer son bureau dans le bureau de Rebecca. Patricia prenait les mesures des fenêtres pour de nouveaux rideaux. Les jumeaux se disputaient pour savoir qui aurait la plus grande chambre d'amis, une chambre qui m'était réservée depuis l'âge de 7 ans. Alors que nous chargions le dernier carton, Hélène s'est approchée de moi avec quelque chose dans les mains. « Ma chérie, Mélodie, je voulais te donner ça. » Elle lui tendit un petit médaillon en argent. Il appartenait à Rebecca quand elle était jeune. Rien de précieux, juste, sentimental. Rien de valeur. Tout ce qu'il me donnait était accompagné de cette clause de non-responsabilité, comme s'il devait s'assurer que je comprenais bien ma place dans la hiérarchie. Mais alors, Hélène fit quelque chose d'inattendu. Elle me prit dans ses bras et me murmura à l'oreille, « Rebecca t'aimait plus que tout au monde. Ne laisse personne te le faire oublier. » Un bref instant, j'ai cru avoir trouvé un allié. Peut-être qu'une personne de cette famille avait vu ce qui se passait et se souciait suffisamment de la situation pour apporter son aide. L'appartement de Maya était un studio à Wicker Park, à peine assez grand pour une personne, et encore moins pour deux. Mais elle avait vidé la moitié de son placard et installé un matelas gonflable dans le salon. « Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, mais c'est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Cette première nuit, allongée sur ce matelas pneumatique, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai cherché ma fortune sur Google. Les documents juridiques que Rebecca m'a laissés étaient complexes, mais l'essentiel était clair. La maison où David vivait désormais? À moi. La collection d'art que Patricia faisait expertiser? À moi. Le portefeuille d'investissement dont il pensait hériter? À moi. Même la voiture que David conduisait chaque jour pour aller travailler était immatriculée au nom de la fiducie que Rebecca avait créée pour moi. Je possédais tout ce qu'il pensait se partager. Mais surtout, je possédais 3 entreprises distinctes que Rebecca avait créées au fil des ans, une chaîne d'hôtels-boutiques florissante, une start-up technologique entrée en bourse 2 ans auparavant et des investissements immobiliers répartis dans 5 États. Je n'étais pas seulement riche. J'étais puissant. La semaine suivante, j'ai commencé à travailler dans un café près du campus pour maintenir ma couverture. 25 heures par semaine au salaire minimum, à servir des lattes à des étudiants de Northwestern qui ignoraient tout de la possibilité que la fille derrière le comptoir puisse acheter leur université. David m'a appelé mardi soir. « Comment se passe votre installation ?» Sa voix portait cette fausse inquiétude à laquelle je commençais à m'habituer. « Très bien. Il faut s'adapter. »« Bien. Écoutez, nous voulions vous inviter à dîner dimanche. Patricia prépare son fameux pot-au-feu. » Le fameux pot-au-feu. Rebecca se moquait souvent de la cuisine de Patricia quand nous n'étions que toutes les deux. « C'est gentil de votre part. »« Eh bien, tu fais toujours partie de la famille, Mélodie. Nous voulions nous assurer que tu le saches. » Le dîner du dimanche avait des allures de spectacle. Patricia avait dressé la table avec la belle vaisselle de Rebecca, qui, techniquement, m'appartenait,
et chacun s'efforçait un peu trop de paraître normal. Alors, comment est le café? Demanda James en coupant son rôti. C'est du travail. Ça permet de payer les factures. Voilà l'esprit, dit David. Rebecca serait fière de toi, de savoir te débrouiller seule. Rebecca serait fière. Comme si elle ne m'avait pas légué des centaines de millions de dollars précisément pour que je n'aie jamais à me débrouiller seule, à moins que je ne le veuille. Marcus leva les yeux de son téléphone. Tu comptes toujours terminer tes études. Je prends un semestre sabbatique. Je n'ai pas vraiment les moyens de payer les frais de scolarité en ce moment. C'est intelligent, dit Patricia. Les prêts étudiants sont un tel fardeau. Il vaut mieux travailler quelques années et économiser. Quelques années. Elle s'attendait à ce que je passe des années à enchaîner les petits boulots au salaire minimum pour pouvoir financer les études que Rebecca avait déjà payées. En fait, dit Hélène à voix basse, j'ai réfléchi à ce que Rebecca voudrait. On pourrait peut-être l'aider pour les frais de scolarité. Mettre en place un plan de paiement. Un silence s'installa à table. David et Patricia échangèrent un regard. C'est très généreux, Hélène, dit David avec prudence, mais nous avons tous des responsabilités financières. Le règlement de la succession est complexe et, franchement, nous allons tous devoir faire plus attention à nos dépenses pendant un certain temps. Plus économe. Tout en vivant dans une maison d'une valeur de 15 millions de dollars. Bien sûr, dit Hélène, se rétractant aussitôt. Je pensais juste. Rebecca a appris à Mélodie à être indépendante, ajoutait Patricia. Trop l'aider aurait été contraire à toutes ses convictions. Tout ce en quoi elle croyait. Comme si Rebecca n'avait pas passé 16 ans à m'aider pour tout, des devoirs aux peines de cœur. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser la table, ma propre vaisselle, dans ma propre salle à manger, et j'ai surpris une conversation entre David et Patricia dans la cuisine. Hélène devrait se mêler de ses affaires, disait Patricia. On ne peut pas créer un précédent en la soutenant indéfiniment. D'accord. Quelques dîners de temps en temps, peut-être un cadeau d'anniversaire. Mais il ne faut pas qu'elle pense que c'est une relation à long terme. Un arrangement à long terme. Comme si la famille était quelque chose de temporaire. D'ailleurs, ajouta David, Rebecca l'aimait peut-être, mais elle ne réfléchissait plus clairement à la fin. Tous ces médicaments, le stress de la maladie. Elle a pris des décisions qui n'étaient pas aux pratiques. Des décisions qui n'étaient pas réalistes. Comme m'aimer suffisamment pour me léguer tout ce qu'elle possédait. Ce soir-là, assise dans la minuscule salle de bain de Maya, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Rebecca. Non seulement parce qu'elle me manquait, mais aussi parce que je comprenais enfin toute la profondeur de ce dont elle m'avait protégée pendant toutes ces années. Ces gens ne m'avaient jamais aimé. Ils me toléraient parce que Rebecca l'exigeait. Et maintenant qu'elle était partie, ils se sentaient libres de me montrer exactement ce qu'ils pensaient que je valais. Mais ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est de réaliser que Rebecca était au courant. Elle avait perçu leurs véritables sentiments et avait malgré tout tenté de me les cacher. Elle avait élaboré un plan financier complexe, non seulement pour assurer mon avenir, mais aussi pour révéler la véritable nature de ces personnes. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais leur donner 6 mois. 6 mois pour me montrer toutes les pensées les plus viles qu'ils avaient jamais cachées. 6 mois pour révéler leur avidité, leurs préjugés, leur absence totale d'amour. Et ensuite, j'allais les détruire si complètement qu'ils passeraient le reste de leur vie à regretter chaque mot cruel, chaque geste méprisant, chaque instant où ils m'ont fait sentir que je n'avais pas ma place. J'allais leur apprendre que la petite fille noire qu'ils avaient rejetée était la maîtresse de leur univers. Mais d'abord, je devais survivre à ce qu'ils allaient me faire subir. Car David venait de prendre une décision qui allait mettre à rude épreuve toute la force que Rebecca avait su insuffler en moi. Et tout allait commencer par un coup de téléphone qui allait tout changer. L'appel est arrivé à 6 heures du matin, un mardi. Je me préparais pour mon service au café, quand le nom de David est apparu sur mon écran. Mélodie, nous avons un problème. Sa voix trahissait cette panique maîtrisée que l'on observe chez les personnes fortunées lorsque leur argent est menacé. Quel genre de situation? L'avocat chargé de la succession a constaté quelques complications concernant le testament de Rebecca. Nous avons besoin que vous vous rendiez à son cabinet aujourd'hui. Mon cœur s'est arrêté. Avait-il découvert l'héritage? Allait-il me confronter au sujet des 350 millions de dollars que j'avais cachés? Quel genre de complications? Juste, des questions juridiques. Rien d'inquiétant, mais votre signature est requise sur certains documents.
Pouvez-vous être là à 14 heures? J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade et j'ai passé la matinée à arpenter le petit appartement de Maya, essayant d'imaginer ce que je dirais s'ils avaient tout découvert. Une partie de moi était soulagée. Le poids de ce secret, tout en les voyant me traiter comme une moins que rien, devenait insupportable. Le cabinet d'avocat se trouvait en centre-ville, dans l'une de ces tours de verre qui respirent la richesse et le pouvoir. J'y ai trouvé David, Patricia et un homme que je ne connaissais pas, assis autour d'une table de conférence recouverte de documents juridiques. Mélodie, voici Robert Chen, l'avocat de la succession de Rebecca, dit David. Robert, c'est la fille dont nous t'avons parlé. La fille. Pas la fille de Rebecca. Pas de la famille. La fille. Robert Chen semblait mal à l'aise. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être une quarantaine d'années, avec un regard doux derrière ses lunettes à monture métallique. Madame Williams, dit-il en se levant pour me serrer la main. Je suis désolé pour votre perte. Votre mère parlait souvent de vous. Ma mère. David et Patricia ont tous deux tressailli à ces mots. Merci, dis-je en m'asseyant sur la chaise qu'il m'avait indiquée. David a dit qu'il y avait des complications. Robert jeta un coup d'œil à David, puis à moi. Eh bien, il ne s'agit pas vraiment de complications. Il s'agit plutôt de clarifier les intentions de votre mère. Je ne comprends pas. David se pencha en avant. Le problème, Mélodie, c'est que le testament de Rebecca contient des dispositions qui, selon nous, ne reflètent pas ses véritables volontés. Elle était très malade à la fin, sous de nombreux médicaments qui ont pu altérer son jugement. Mon sang s'est glacé. Ils allaient contester le testament. Quel genre de provision? Ai-je demandé, la voix à peine assurée. Robert s'éclaircit la gorge. Votre mère vous a laissé un héritage considérable. Plus important que ce à quoi quiconque s'attendait. Patricia rit, mais son rire sonnait faux. Robert, on apprécie que tu essaies de réconforter Mélodie, mais on sait tous que Rebecca n'avait plus beaucoup d'argent à la fin. Rien que les factures médicales. Madame Patterson, dit Robert avec précaution, votre belle-sœur possédait une fortune d'environ 350 millions de dollars au moment de son décès. La pièce devint complètement silencieuse. Le visage de David devint blanc. C'est impossible. Et conformément à ses dernières volontés, poursuivit Robert, elle a tout légué à Mélodie. Patricia se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Tout? La maison, les parts de l'entreprise, le portefeuille d'investissement, tous les actifs liquides. Absolument tout. J'ai vu leur visage se transformer en temps réel. Shock. Incredulite. Et puis, quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Avidite. Mais ce n'est pas possible, dit David, la voix s'élevant. Rebecca était de la famille. De la famille de sang. Elle n'aurait pas tout laissé à. Il s'est interrompu, mais je savais ce qu'il allait dire. À la jeune fille noire. À l'étrangère. À celle qui n'était pas vraiment de la famille. Je crains que le testament ne soit très clair, a déclaré Robert. Et il a été mis à jour il y a seulement 3 mois, lorsque Madame Williams était encore en pleine possession de ses facultés mentales et physiques. Patricia Serracit lourdement. 350 millions de dollars. Mais attendez, dit David, son instinct d'avocat se réveillant. Rebecca prenait des analgésiques et des anxiolytiques. Elle ne réfléchissait pas clairement. Il faut contester cela. Pour quel motif? Demanda Robert. Influence indue, a immédiatement déclaré Patricia. Mélodie vivait dans la maison et s'occupait de Rebecca. Elle aurait pu la manipuler. Il la manipulait. Comme si aimer quelqu'un et être aimé en retour était une forme de manipulation. Je n'ai jamais rien demandé à Rebecca, ai-je dit doucement. Bien sûr que tu ne l'as pas demandé, dit David d'un ton plus sec. Tu n'en avais pas besoin. Tu étais là tous les jours, à jouer la fille dévouée, à la faire culpabiliser vis-à-vis de sa vraie famille. La vraie famille. Voilà. Robert semblait mal à l'aise. Je dois vous dire que gagner n'importe quel concours serait très difficile. Madame Williams a été très précise quant aux raisons de sa décision. Elle a laissé une documentation détaillée expliquant son choix. Quel genre de document? Demanda Patricia. Des lettres. Des enregistrements vidéo. Des preuves irréfutables que c'était là son véritable souhait. Enregistrements vidéo. Rebecca avait réalisé des vidéos expliquant pourquoi elle m'avait tout laissé.
Nous voulons les voir, a déclaré David. Robert M.A. Regard. Ces enregistrements sont privés, destinés à Mélodie. Mais Madame Williams a laissé une lettre à la famille, expliquant sa décision. Il tendit à David une enveloppe scellée. Je le vis la déchirer d'une main tremblante. David lut un instant, le visage de plus en plus rouge à chaque ligne. Puis il jeta la lettre sur la table. C'est de la folie. Patricia prit la lettre et la lut à voix haute. À ma famille. Je sais que cet héritage sera une surprise. Mais Mélodie est la fille de mon cœur, l'enfant que j'ai choisi d'aimer inconditionnellement. Elle mérite tout ce que j'ai à lui offrir, car elle m'a tout donné. Vous autres, vous m'aimiez pour ce que je pouvais apporter. Elle m'aimait pour ce que j'étais. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe dans la pièce. Ce n'est pas vrai, dit Patricia d'une voix faible. N'est-ce pas? Demanda Robert à voix basse. D'après les notes de Madame Williams, lorsqu'elle vous a annoncé son diagnostic de cancer, votre première question portait sur la mise à jour du testament. David devint rouge comme une tomate. C'était pragmatique. Il fallait bien que quelqu'un pense aux aspects pratiques. Et lorsqu'elle a décidé de passer ses derniers mois chez elle plutôt que dans un établissement spécialisé, qui s'y est opposé en raison du coût. Patricia détourna le regard. Pendant ce temps, poursuivit Robert, Mélodie a pris un congé de l'école pour s'occuper d'elle. Elle n'a jamais demandé de compensation, ni ce qu'elle hériterait, ni rien d'autre que de passer du temps avec sa mère. Mère. Même l'avocat a vu ce qu'il refusait d'admettre. Mais Mélodie n'est pas légalement sa fille, dit David d'un ton désespéré. L'adoption n'a jamais été finalisée. C'était une nouveauté pour moi. Je l'ai dévisagée. Les papiers d'adoption sont dans mon bureau, a déclaré Robert. L'adoption a été finalisée lorsque Mélodie avait 8 ans. Elle est légalement la fille et l'héritière de Rebecca Williams. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Rebecca m'avait légalement adoptée, et je ne l'avais jamais su. C'est une erreur, a déclaré Patricia en se relevant. Nous contestons cela. Nous portons l'affaire devant les tribunaux. C'est votre droit, dit Robert. Mais je dois vous prévenir, contester ce testament rendra tous les détails publics. Les vidéos de Madame Williams, les raisons pour lesquelles elle a déshérité le reste de la famille, tout. David et Patricia échangèrent un regard. Le fait que leur affaire soit publique allait révéler leur cupidité. La façon dont ils m'ont traité serait dévoilée. Leur véritable nature serait exposée au grand jour. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, a finalement déclaré David. Bien sûr. Mélodie, cela vous dérangerait-il de rester quelques minutes? Il y a des documents que vous devez signer. Après le départ de David et Patricia, Robert ferma la porte et se rassit. Je dois vous demander, dit-il. Étiez-vous au courant de tout cela? J'aurais pu mentir. J'aurais dû mentir. Mais quelque chose dans son regard bienveillant m'a poussé à dire la vérité. J'ai trouvé la lettre que Rebecca m'avait écrite le lendemain des funérailles. Et vous ne leur avez rien dit. Rebecca voulait que je voie d'abord qui ils étaient vraiment. Elle voulait que je comprenne quel genre de personne rejetterait quelqu'un qu'elle prétendait aimer. Robert hocha lentement la tête. Votre mère était une femme sage. Elle l'avait vu venir. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, c'est à toi de décider quel genre de personne tu veux être. Tu pourrais les anéantir complètement. Tu en as le pouvoir. Ou quoi? Ou alors, vous pourriez être meilleur qu'eux. J'ai repensé aux dernières semaines. À la façon dont ils m'avaient chassé de chez moi. Aux bijoux qu'ils s'étaient partagés. À la façon dont ils parlaient de moi, comme si j'étais un fardeau pour Rebecca. Ils vont contester le testament, ai-je dit. Probablement. Ce qui signifie que ça va mal tourner. Ils vont dire des choses terribles sur toi, sur ta relation avec Rebecca. Ils vont essayer de te faire passer pour une manipulatrice vénale qui a profité d'une femme malade. Et s'ils réussissent? Ils ne le feront pas. Les preuves sont accablantes. Mais le processus sera douloureux. J'ai signé les papiers qui faisaient de moi la propriétaire officielle de tout ce que David et Patricia pensaient leur appartenir. En sortant de ce bureau, j'ai compris que ma vie venait de basculer à jamais. Pas à cause de l'argent. Je le savais depuis des semaines. Mais parce qu'à présent, eux aussi le savaient. Et les gens désespérés font des choses désespérées. Quand je suis rentrée chez Maya, j'avais 17 appels manqués de David et 12 de Patricia. Je n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela,
je me suis assis sur ce matelas pneumatique et j'ai compris que la phase calme de cette guerre était terminée. Ils allaient me déchaîner toute leur puissance. Et il me faudrait décider précisément à quel point j'étais prêt à être impitoyable en retour. Cette décision allait être prise pour moi, car ce que David et Patricia ont fait ensuite a franchi une limite que je n'aurais jamais imaginée. La véritable bataille ne faisait que commencer. La première attaque est venue des réseaux sociaux. J'étais au café le lendemain matin quand Maya a fait irruption, le visage pâle. « Mélodie, il faut qu'on parle. Maintenant. » Elle m'a entraînée dans l'arrière-salle et m'a montré son téléphone. Patricia avait publié sur Facebook un long hommage émouvant à Rebecca, qui me dépeignait comme une manipulatrice opportuniste ayant profité de la maladie d'une femme. « J'ai le cœur brisé ce soir », pouvait-on lire dans la publication. Nous venons d'apprendre que ma belle-sœur adorée, durant ses derniers mois de lutte contre le cancer et un traitement lourd, a été persuadée de modifier son testament d'une manière qui va à l'encontre de toutes ses convictions. Rebecca aimait toute sa famille de la même façon, mais quelqu'un a profité de sa vulnérabilité pour la manipuler et la pousser à exclure ses proches. Je partage cette histoire car je crois que Rebecca mérite que ses véritables volontés soient respectées, et non les décisions confuses d'une personne dont le jugement était altéré par la maladie et les médicaments. La publication avait déjà 67 commentaires. Amis et membres de la famille exprimaient leur indignation. Ils me traitaient de profiteuse. Ils disaient que Rebecca se retournerait dans sa tombe. Ce n'est que le début, dit Maya. Regardez ça. Elle m'a montré le profil LinkedIn de David, professionnel, calculé et accablant. Il s'y présentait comme un membre de la famille endeuillée, luttant pour protéger l'héritage de sa belle-sœur décédée contre quelqu'un qui avait exploité sa générosité et sa confiance durant ces derniers mois, alors qu'elle était vulnérable. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. J'espère que tu es fier de toi. Rebecca te faisait confiance et tu as détruit sa famille. Tu ne mérites pas un centime de son argent. Puis un autre. Et encore un autre. À midi, j'avais reçu 47 messages de proches, d'amis de la famille et de parfaits inconnus qui avaient vu les publications sur les réseaux sociaux. Tous m'accusaient d'être une voleuse manipulatrice qui avait dérobé des biens à une femme mourante. Mais le pire, c'était de voir avec quelle facilité les gens y ont cru. C'étaient les mêmes personnes qui avaient vu Rebecca m'aimer pendant 16 ans, qui avaient été témoins de sa fierté lors de ma remise de diplôme, qui avaient constaté sa joie à chaque réussite. Mais confrontés au choix entre croire qu'une jeune fille noire était sincèrement aimée ou croire qu'elle était une arnaqueuse, ils ont toujours opté pour la seconde option. Maya m'a serré la main. Tu sais que c'est du racisme pur et simple, n'est-ce pas? Ils exploitent tous les stéréotypes qui présentent les femmes noires comme manipulatrices et cupides. Elle avait raison, mais le savoir n'a pas atténué la douleur. Cet après-midi-là, Hélène m'a appelée. Mélodie, ma chérie, je suis vraiment désolée de ce qui se passe. Un instant, j'ai eu un espoir. Peut-être avais-je finalement trouvé un allié. David et Patricia sont hors d'eux, a-t-elle poursuivi. Ils envisagent d'engager un détective privé pour enquêter sur votre relation avec Rebecca, afin de vérifier s'il existe des preuves de maltraitance envers une personne âgée ou d'exploitation financière. Maltraitance envers une personne âgée. Ils allaient m'accuser de maltraiter la femme qui m'aimait plus que quiconque au monde. Hélène, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Tu as vu comment Rebecca et moi étions ensemble. Bien sûr que oui, ma chérie. Mais David dit que Rebecca prenait beaucoup d'antidouleurs à la fin, et ça peut parfois altérer le jugement. Et puis, franchement, 350 millions de dollars, c'est une somme considérable. C'est quand même bizarre qu'elle ait tout légué à... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Que dis-tu, Hélène? Je me dis qu'il y a peut-être moyen de trouver un compromis. Vous pourriez partager l'héritage avec la famille. Gardez-en une partie pour vous, mais assurez-vous que les proches de Rebecca reçoivent aussi quelque chose. Cela semble plus juste, non? Plus juste. Comme si 16 ans d'amour et de dévouement valaient moins que l'ADN. J'y réfléchirai. Ai-je menti? Ce soir-là, Robert Chen m'a appelé avec une nouvelle qui m'a glacé le sang. Ils ont engagé le cabinet Harrison et Associates pour contester le testament. Harrison et Associates était l'un des cabinets d'avocats les plus chers de Chicago. Un cabinet spécialisé dans la destruction de la réputation de ses clients devant les tribunaux. Ils vous accusent d'abus de faiblesse, de capacité mentale diminuée et d'exploitation financière, a poursuivi Robert. Ils demandent une enquête approfondie sur votre relation avec Rebecca,
incluant les documents financiers, les dossiers médicaux et les témoignages de toutes les personnes qui vous connaissaient. Combien de temps cela va-t-il prendre? Ça pourrait prendre des mois. Peut-être un an. Et Mélodie, je dois te prévenir, ils vont essayer de faire de cette affaire une question raciale. Ils vont te dépeindre comme une étrangère qui a manipulé les gens pour s'emparer de la richesse d'une famille blanche. Ça va mal tourner. Peuvent-ils geler les actifs? Pas complètement, mais ils peuvent bloquer la majeure partie de l'héritage par des procédures judiciaires. Vous aurez accès aux dépenses de base, mais la plus grande partie de l'héritage sera inaccessible jusqu'à ce que cette situation soit résolue. J'ai raccroché, me sentant piégé. J'avais des centaines de millions de dollars inaccessibles, vivant du salaire minimum et dormant sur le sol chez mon meilleur ami. L'ironie était suffocante. La semaine suivante marqua une nouvelle étape dans la guerre psychologique. David et Patricia commencèrent à fréquenter le café. Non pas pour me harceler directement, ils étaient trop malins pour ça, mais pour s'asseoir à des tables où je pouvais les voir, parlant fort de la pauvre Rebecca et de son désespoir, en apprenant que sa famille se disputait de l'argent. « C'est vraiment dommage », dit Patricia à son amie, assez fort pour que je l'entende pendant que je préparais mes lattes. Rebecca a été si généreuse avec cette fille, et voilà comment elle nous remercie. En s'attaquant à l'argent qui était destiné à la vraie famille de Rebecca. La vraie famille. Toujours la vraie famille. La pression psychologique était incessante. Chaque jour apportait son lot de nouveaux messages Facebook de la part de la famille élargie. À chaque journée de travail, on chuchotait à propos de ma trahison envers la mémoire de Rebecca. Chaque soir, je recevais de nouveaux messages anonymes m'accusant de vol. Mais le déclic s'est produit d'une source inattendue. Marcus, le fils de Patricia, s'est présenté au café un soir juste avant la fermeture. « On peut parler ?» demanda-t-il. J'avais toujours bien aimé Marcus. Il était plus calme que son frère jumeau, plus réfléchi. Il n'avait jamais été cruel envers moi comme certains membres de la famille l'avaient été. Je voulais m'excuser pour ce que font ma mère et David, a-t-il dit une fois que nous étions seuls. Cette campagne sur les réseaux sociaux, les procédures juridiques, c'est mal. Un immense soulagement m'envahit. Enfin, quelqu'un qui avait vu la vérité. Merci, Marcus. Cela me touche beaucoup. Je me souviens du regard que Rebecca posait sur toi. De sa fierté. Elle parlait sans cesse de toi. Tes notes, tes réussites, ta gentillesse. Elle t'aimait plus que tout. Moi aussi, je l'aimais. Je sais que tu l'as fait. Il marqua une pause, visiblement mal à l'aise. Mais Mélodie, je pense aussi qu'elle a commis une erreur. Mon cœur s'est serré. 350 millions de dollars, c'est une somme qui change une vie. Et honnêtement, vous êtes jeune, vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour gérer une telle fortune. Peut-être que la famille pourrait vous aider. Peut-être pourrions-nous collaborer pour honorer la mémoire de Rebecca, tout en veillant à ce que chacun soit pris en charge. Travailler ensemble. Partager l'héritage. Donnez-leur le contrôle. Que suggérez-vous? Je propose qu'on règle ça à l'amiable. Vous gardez une part importante, peut-être 50 millions? C'est plus d'argent que la plupart des gens n'envoient de toute leur vie. Et le reste va au fonds familial dont Rebecca a toujours parlé. 50 millions. Sur 350 millions. Comme si c'était généreux. Et si je ne suis pas d'accord? Le visage de Marcus se durcit légèrement. Alors, l'affaire ira en justice, et la famille devra présenter des preuves expliquant pourquoi les dernières volontés de Rebecca ne devraient pas être respectées. Des preuves concernant votre relation avec elle, concernant l'influence que vous avez eue durant ces derniers mois. Quel genre de preuves? Des documents financiers montrant combien d'argent elle a dépensé pour vous au fil des ans. Des dossiers médicaux attestant de son état mental. Des témoignages de membres de sa famille concernant les changements de son comportement après votre retour à la maison pour vous occuper d'elle. Je le fixai du regard. Tu me menices. J'essaie de vous aider. La famille a des ressources, Mélodie. De bons avocats, des détectives privés, des contacts dans le milieu médical qui peuvent témoigner des effets des analgésiques sur la prise de décision. Ils peuvent vous rendre la tâche très difficile. Et si j'accepte votre accord? Et puis tout ça disparaît. Les publications sur les réseaux sociaux cessent, les poursuites judiciaires sont abandonnées, et vous repartez avec plus d'argent que vous n'auriez jamais osé rêver. J'ai regardé Marcus, ce jeune homme avec qui j'avais grandi, qui avait partagé ma table pendant des années,
et j'ai réalisé qu'il était comme tous les autres. Peut-être plus discret, peut-être plus poli, mais tout aussi convaincu que je ne méritais pas ce que Rebecca m'avait offert. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr. Mais Mélodie, plus ça traîne, pire ce sera pour tout le monde. Les frais d'avocat à eux seuls vont engloutir une part importante de l'héritage. Après son départ, je suis restée assise dans ce café désert et j'ai enfin compris ce que Rebecca essayait de me faire comprendre. Ce n'était pas seulement que David et Patricia étaient avides. C'était que leur avidité était contagieuse. Elle se propageait dans la famille comme une maladie, transformant même les plus honnêtes en personnes capables de justifier le vol de quelqu'un qu'ils prétendaient aimer. Marcus trouvait que 50 millions de dollars, c'était généreux. Comme si l'amour de Rebecca pour moi ne valait que 50 millions sur 350. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas me contenter de ça. Je n'allais pas faire de compromis. Je n'allais pas les laisser transformer le dernier acte d'amour de Rebecca en quelque chose de honteux. J'allais les combattre de toutes mes forces. Mais ce que j'ignorais encore, c'est qu'ils avaient une dernière carte à jouer. Une dernière trahison qui mettrait à rude épreuve mes dernières forces. Et cela allait venir de la personne en qui j'avais le plus confiance. La trahison est venue de la dernière personne à laquelle je m'attendais. Je travaillais de nuit 3 jours après ma conversation avec Marcus quand Maya est arrivée, l'air nerveux. D'habitude, elle attendait la fin du travail pour venir me voir, mais là, à 8 heures du matin, elle avait des cernes sous les yeux comme si elle n'avait pas dormi. « Peux-tu faire une pause ?» demanda-t-elle. « Nous devons parler. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui me serrait l'estomac. J'ai demandé 5 minutes à mon responsable et j'ai suivi Maya jusqu'à une table dans un coin. « Mélodie, je dois te dire quelque chose, et tu vas me détester pour ça. » J'ai eu un frisson d'effroi. « De quoi parlez-vous » Maya baissa les yeux sur ses mains. « David m'a contacté il y a 2 semaines. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Quoi ?» Il a découvert que nous étions amis à l'université, il a découvert que tu logeais chez moi. Il m'a appelé. Je la fixai du regard, essayant de comprendre ce qu'elle disait. « Et tu ne me l'as pas dit ?» J'avais peur. Il a dit des choses, sur toi, sur l'héritage. Il a laissé entendre que tu me mentais sur toute la ligne. Quel genre de choses? Il a dit que tu ne leur cachais pas seulement l'héritage. Il a dit que tu me le cachais aussi. Que tu me laissais te soutenir, payer tes courses et tes factures, alors que tu possédais secrètement une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars. Mon cœur s'est arrêté. Maya. Est-ce vrai? Sa voix n'était qu'un murmure. Tu squattais mon appartement, tu dormais par terre, tu me laissais me soucier du loyer alors que tu avais accès à une fortune que nous ne verrons jamais. Je restais sans voix. Parce que c'était vrai. Je vivais de la générosité de Maya, tout en lui cachant que je pouvais acheter son immeuble avec quelques pièces de monnaie. Je peux expliquer. Vous pouvez? La voix de Maya s'éleva, attirant l'attention des autres clients. Parce que David m'a montré des choses, Mélodie. Des documents légaux. Des relevés bancaires. Vous avez eu accès à des millions de dollars tout ce temps. Ce n'est pas vrai. L'argent est bloqué dans des procédures judiciaires. Arrête de mentir. Maya frappa la table du poing. David m'a montré le compte fiduciaire que Rebecca t'a ouvert. 5 millions de dollars d'actifs liquides auxquels tu pouvais accéder immédiatement pour tes dépenses courantes. 5 millions de dollars, Mélodie, alors que je mange des nouilles instantanées pour pouvoir nous nourrir toutes les deux. J'avais l'impression que la pièce tournait. Rebecca avait créé un fonds d'urgence auquel je pouvais accéder. Robert Chen ne m'en avait jamais parlé. Je ne savais pas qu'il existait un fonds d'urgence. Encore des mensonges. David a les documents. Votre signature figure sur les documents d'accès. J'ai eu la nausée. Maya, tu 2 microiri. Je n'ai jamais rien signé. Alors expliquez ceci. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un relevé bancaire. Un compte à mon nom avec un solde de 4,8 millions de dollars. Des transactions remontant à 3 mois. Des retraits pour des restaurants chers, des vêtements de marque, des séjours dans des hôtels de luxe. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Votre signature figure sur chaque bordereau de retrait. J'ai fixé le relevé bancaire du regard, et lentement, avec horreur, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Les signatures ressemblaient à la mienne, mais je n'avais jamais effectué aucun de ces retraits. Quelqu'un falsifiait ma signature,
créant de faux documents financiers pour faire croire que j'avais menti sur mon accès à l'argent. Maya, c'est faux. On essaie de me piéger. David m'avait prévenu que tu dirais ça. La voix de Maya était froide, distante. Il a dit que tu essaierais de me faire croire que la famille mentait, que tu tenterais de me monter contre eux. Parce qu'ils mentent. Maya, tu me connais. Tu me connais depuis des années. Crois-tu vraiment que je te laisserai galérer financièrement alors que j'ai des millions de dollars? Je ne sais plus quoi penser. Maya se leva. Mais je sais que je ne peux pas continuer à soutenir quelqu'un qui m'a menti depuis tout ce temps. Alors, que dites-vous? Je te dis que tu dois trouver un autre endroit où vivre. Ce soir même. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Maya, s'il te plaît. J'ai déjà emballé tes affaires. Elles sont dans ma voiture. Je l'ai suivi dehors, hébété. Effectivement, mes 3 valises étaient sur la banquette arrière, ainsi que les quelques affaires personnelles que j'avais accumulées au cours du mois précédent. Maya, écoute-moi, s'il te plaît. Ta famille te manipule. Ils fabriquent de fausses preuves pour te monter contre moi. Même si c'était vrai, dit Maya sans me regarder, tu as quand même menti au sujet de l'héritage. Tu m'as laissé croire que tu n'avais rien alors que tu cachais des centaines de millions de dollars. Je me protegais. J'essayais de voir qui me témoignerait une véritable gentillesse et qui me traiterait différemment à cause de l'argent. Et j'ai échoué à ton petit test. La voix de Maya était amère. Je t'ai témoigné de la gentillesse alors que je te croyais pauvre. Alors maintenant tu sais que je suis sincère? Quelle générosité de ta part de m'avoir donné cette chance. J'ai réalisé avec une clarté terrible qu'il était impossible d'expliquer ma décision sans passer pour une manipulatrice et une calculatrice. Du point de vue de Maya, j'avais mené une expérience sur elle, testant son caractère alors qu'elle faisait de véritables sacrifices pour m'aider. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. N'est-ce pas? Vous nous avez tous observés, tous jugés, tout en feignant la vulnérabilité. Vous avez joué avec la vie des gens. Maya monta dans sa voiture et baissa la vitre. David avait raison sur un point. L'argent de Rebecca t'a changé. Peut-être même avant sa mort. Elle est partie en voiture, me laissant planter sur le trottoir avec 3 valises et nulle part où aller. J'ai immédiatement appelé Robert Chen. Robert, j'ai besoin de savoir s'il existe un fonds d'urgence. David prétend que Rebecca a ouvert un compte de 5 millions de dollars pour mes frais de subsistance. Ce compte n'existe pas, Mélodie. Je me suis occupée de toute la planification successorale de Rebecca. Si un tel compte existait, je le saurais. Mais il a des relevés bancaires, des bordereaux de retrait avec ma signature. Faux documents. C'est une tactique courante dans les contestations de testament, créer des preuves d'irrégularité financière pour étayer des allégations d'abus de faiblesse. Mais comment ont-ils obtenu ma signature? Vous signez des papiers depuis des mois. Des contrats de travail, des baux d'appartement, des documents juridiques dans mon bureau. Ce n'est pas difficile de scanner une signature et de la reproduire. J'en ai eu la nausée. Maya les croit. Elle pense que je lui ai menti sur mon accès à l'argent. Je suis désolée, Mélodie. C'est exactement ce qu'ils essaient de faire, vous isoler de votre entourage en faisant croire aux gens que vous n'êtes pas celle qu'ils croyaient. Cet après-midi-là, j'ai pris une chambre dans un motel miteux près du campus avec les 100 derniers dollars de mon salaire de serveuse. La chambre sentait la cigarette et les produits de nettoyage industriel, et le climatiseur faisait un bruit de grincement qui m'a empêché de dormir toute la nuit. Mais la souffrance physique n'était rien comparée au désespoir émotionnel. Maya était mon pilier, la seule personne qui me connaissait avant que tout cela ne commence. Si je pouvais la perdre, je pouvais perdre n'importe qui. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui empirèrent tout infiniment. Robert a appelé à 7 heures du matin. Mélodie, nous avons un problème. La famille a déposé une requête d'urgence pour geler tous les biens de la succession, y compris l'argent que tu utilises pour tes dépenses courantes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à compter de ce matin, vous n'avez accès à aucun fonds provenant de la succession de Rebecca. Vous n'aurez pas d'argent pour le logement, la nourriture ou les frais juridiques tant que la contestation du testament n'est pas résolue. Mais cela pourrait prendre des mois. Ou plus longtemps. Ils font valoir que, puisqu'il existe des preuves de détournement de fonds successoraux, tout accès devrait être suspendu le temps de l'enquête. Proofs. Les faux relevés bancaires montrant des retraits que je n'ai jamais effectués. C'est aberrant. Comment peuvent-ils tout bloquer sur la base de faux documents?
parce que les documents semblent authentiques et que le juge doit faire preuve de prudence face à des allégations de fraude successorale. J'ai raccroché et j'ai fixé la tache d'eau au plafond de la chambre de motel. En 24 heures, j'avais perdu ma meilleure amie, mon logement et l'argent que Rebecca m'avait laissé. J'étais complètement seule, avec moins de $50 en poche et sans aucun recours. Ce soir-là, David m'a appelé. Mélodie, j'ai entendu parler de ta situation. Maya m'a raconté ce qui s'est passé. Sa voix était empreinte d'une fausse compassion, et j'ai compris avec une clarté limpide que tout cela avait été orchestré. Les faux relevés bancaires, la conversation avec Maya, la requête d'urgence pour geler mes avoirs. Tout cela faisait partie d'une attaque coordonnée visant à me dépouiller de tout et de tous ceux dont je dépendais. Que veux-tu, David? Je veux t'aider. La situation est devenue incontrôlable, et je pense que Rebecca aurait le cœur brisé de te voir souffrir comme ça. C'est toi qui m'as fait ça. J'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger le patrimoine de Rebecca contre quelqu'un qui en profitait manifestement. Mais cela ne signifie pas que je souhaite vous voir à la rue. Que proposez-vous? Rentre à la maison, Mélodie. Retourne habiter la maison le temps qu'on règle ce problème. Tu pourras récupérer ton ancienne chambre. Ma vieille chambre. Dans cette maison qui m'appartenait légalement, qu'on m'offrait comme une aumône. Et en échange, nous nous asseyons comme une famille et trouvons un accord équitable. Quelque chose qui honore l'amour de Rebecca pour vous tout en prenant soin de ses proches. Un règlement équitable. Après qu'ils aient détruit ma relation avec Maya, gelé mes avoirs et m'aient laissé sans rien. JY reflexirai. N'y réfléchissez pas trop. L'hiver approche, et ces motels ne sont pas sûrs pour une jeune femme seule. La menace était claire. Accepter leur charité et leur offre d'indemnisation, ou rester seule et vulnérable jusqu'à ce qu'ils me détruisent complètement. Cette nuit-là, assise dans cette chambre de motel miteuse, j'ai compris que tout ce que Rebecca avait craint était en train de se réaliser. La famille utilisait ses ressources, ses relations et sa propension au mensonge et à la manipulation pour me dépouiller de tout ce qu'elle m'avait donné. Mais plus encore, ils retournaient mes propres principes moraux contre moi. Ma décision de dissimuler l'héritage, née du désir de connaître la véritable nature des gens, était devenue la preuve de ma duplicité. Mon choix de mettre à l'épreuve la sincérité des gens était présenté comme de la manipulation. Je commençais à comprendre que ce n'était pas qu'une question d'argent. Il s'agissait de prouver qu'une personne comme moi, une jeune fille noire sans lien de sang avec leur famille, n'avait aucun droit de revendiquer l'amour ou l'héritage de Rebecca. Ils essayaient de m'effacer complètement de l'histoire de Rebecca. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Rebecca avait anticipé précisément ce scénario. Et les preuves qu'elle avait laissées derrière elle allaient tout changer. Il me suffisait de survivre assez longtemps pour pouvoir l'utiliser. Le lendemain matin, je recevrais un appel qui pourrait soit me sauver, soit me détruire complètement. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne savais pas ce que je préférais. L'appel est arrivé à 23 heures d'un numéro inconnu. Est-ce Mélodie Williams? Une voix de femme, professionnelle mais fatiguée. Oui. Ici le docteur Sarah Martinez du Northwestern Memorial Hospital. Vous êtes répertorié comme personne à contacter en cas d'urgence pour Maya Rodriguez. Mon cœur s'est arrêté. Que s'est-il passé? Madame Rodriguez a eu un accident de voiture ce soir. Elle est actuellement au bloc opératoire, mais elle vous a demandé de ses nouvelles. J'ai pris un taxi pour l'hôpital avec les 20 derniers dollars qu'il me restait, les mains tremblantes pendant tout le trajet. Quoi qu'il se soit passé entre Maya et moi, elle restait ma meilleure amie. Elle restait celle qui m'avait soutenue quand personne d'autre ne l'avait fait. La salle d'attente était éclairée par des néons et l'atmosphère y était stérile. Une infirmière m'a expliqué que l'état de Maya était stable, mais qu'elle souffrait de lésions internes et d'une fracture de la jambe. L'opération durerait encore plusieurs heures. Assise sur cette chaise en plastique, je fixais les distributeurs automatiques que je ne pouvais pas me permettre d'utiliser et je réalisais à quel point j'étais seule. Maya était la seule personne sur ma liste de contacts d'urgence. La seule personne qui se serait souciée de moi s'il m'était arrivé quelque chose. À 3 heures du matin, David est apparu dans la salle d'attente. J'ai entendu parler de Maya, dit-il en s'asseyant à côté de moi. Comment va-t-elle? Je suis encore en opération. Comment saviez-vous que j'étais là? L'hôpital m'a appelé. Apparemment, Maya m'a inscrit comme contact secondaire. J'ai eu l'impression d'une nouvelle trahison. Maya m'avait remplacé par David comme personne à contacter en cas d'urgence.
Je t'ai apporté quelque chose, dit David en me tendant une carte de crédit. Pour la nourriture, l'hôtel, tout ce dont tu auras besoin pendant ton séjour. J'ai fixé la carte du regard. Où est le piège? Il n'y a pas de piège. Juste un membre de la famille qui aide un autre membre de la famille dans une période difficile. Membre de la famille. Après tout ce qu'ils avaient fait pour m'isoler, j'étais de nouveau un membre de la famille. David, je sais ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais? Vous me montrez à quel point je suis impuissant. À quel point j'ai besoin de votre aide. Vous voulez que je sois reconnaissant et dépendant pour que j'accepte n'importe quel accord que vous me proposerez. L'expression de David changea, devenant plus froide. Tu sais quoi, Mélodie? Tu as raison. Je te montre à quel point tu es impuissante. Parce que tu le es. Tu n'as pas d'argent, pas d'amis, pas de famille qui se soucie vraiment de toi. Tu es une jeune fille noire de 23 ans sans ressources qui se bat contre des gens qui sont riches depuis des générations. Le masque tombait enfin. Rebecca n'est plus là pour te protéger, poursuivit-il. Et sans elle, tu n'es rien. Tu es exactement ce que tu étais quand elle t'a trouvé. Un enfant placé en famille d'accueil, sans personne pour se soucier de ton sort. Rebecca mate. Rebecca avait pitié de toi. Il y a une différence. David se leva. La carte de crédit a une limite de $5 000. Utilise-la ou non. Mais sache que c'est la seule aide que tu recevras. Il m'a laissé seul dans cette salle d'attente, et j'ai fini par craquer. Le chagrin que je retenais depuis des mois a jailli. Pas seulement pour Rebecca, pas seulement pour Maya, mais pour la jeune fille naïve qui avait cru que l'amour pouvait la protéger de la cruauté de ceux qui la considéraient comme fondamentalement différente, fondamentalement moins digne. Maya est sortie du bloc opératoire à l'aube. Elle était encore groggy à cause de l'anesthésie, mais consciente. Mélodie, murmura-t-elle en me voyant. Je suis là. Je suis désolée pour hier. David m'a montré ses relevés bancaires, et j'étais furieuse. C'est bon. Non, ce n'est pas ça. Maya se redressa avec difficulté. Même si tu avais eu de l'argent, tu étais en deuil. Tu avais peur. J'aurais dû te faire confiance au lieu de les écouter. Un immense soulagement m'a envahi. Maya, il faut que tu saches, ces relevés bancaires étaient falsifiés. Je n'ai jamais eu accès à cet argent. Je te crois. Maya me serra la main. Après ton départ, je me suis demandé comment David avait pu avoir toutes ces preuves sous la main. Et comment il avait su si vite quoi dire pour me monter contre toi. Tu es la seule vraie famille qui me reste. Alors on trouvera une solution ensemble. Mais au cours des jours suivants, il est devenu évident que le soutien de Maya, bien qu'essentiel sur le plan émotionnel, ne pouvait résoudre mes problèmes pratiques. Elle a été hospitalisée pendant une semaine et même après sa sortie, elle serait en arrêt maladie pendant des mois. Elle ne pouvait pas m'aider financièrement et son petit appartement n'était pas adapté aux personnes en fauteuil roulant. Elle allait donc emménager temporairement chez ses parents dans le Wisconsin. Je me retrouvais de nouveau complètement seule. Le gérant du motel a frappé à ma porte vendredi matin. « Vous avez 3 jours de loyer de retard », a-t-il dit. « Payez ou partez. » J'avais évité d'utiliser la carte de crédit de David, sachant que cela lui donnerait du pouvoir sur moi. Mais assise là, avec un avis d'expulsion, j'ai compris que je n'avais plus le choix. La carte a été refusée. J'ai appelé le numéro au dos et j'ai appris que David avait déjà annulé. Le soir venu, j'étais assise sur un banc à Grant Park avec mes 3 valises, officiellement sans domicile fixe. L'air d'octobre commençait à se rafraîchir et je n'avais pas de manteau d'hiver. Je n'avais rien mangé de consistant depuis 2 jours. Mon téléphone a sonné. Patricia. Mélodie, ma chérie, j'ai entendu parler de ta situation. C'est vraiment déchirant. Sherry. Comme si on était proches. Comme si elle n'avait pas orchestré ma perte. Que veux-tu, Patricia? Je veux vous aider. J'ai parlé à la famille et nous avons décidé de vous faire une offre. Une offre finale. Je vous écoute. 10 millions de dollars. En espèces. Non imposables. De plus, nous abandonnerons tous les recours juridiques et financerons vos études, de premier cycle et de cycle supérieur, où que vous souhaitiez aller. 10 millions de dollars. Sur 350 millions. Et tout ce que j'ai à faire, c'est renoncer à tout ce que Rebecca m'a laissé. Tu renonces à tout ce que Rebecca t'a laissé par erreur, corrigea Patricia. Melody, sois realist. Tu es sans abri. Tu n'as pas d'argent,
pas d'avocat, pas de soutien. Combien de temps penses-tu pouvoir nous lutter? Aussi longtemps qu'il le faudra. Vraiment? Parce que je vous ai observé cette semaine. Assise dans ce parc, dormant sur les bancs. Savez-vous ce qui arrive aux jeunes femmes qui vivent dans la rue? Surtout aux jeunes femmes noires dans une ville comme Chicago? La menace était indéniable. Tu sais ce que je pense? Poursuivit Patricia. Je pense que tu es orgueilleux et têtu, et l'orgueil ne te protège pas la nuit. 10 millions de dollars, c'est plus d'argent que la plupart des gens n'en gagnent de toute leur vie. Tu pourrais t'acheter une belle maison, monter une entreprise et vivre confortablement pour toujours. Et vous recevez 340 millions. Nous obtenons ce qui appartient légitimement à la vraie famille de Rebecca. La vraie famille. Toujours la vraie famille. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez jusqu'à lundi. Après cela, l'offre disparaît et vous devrez vous débrouiller seul face à ce qui vous arrivera. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un banc à Grand Park, utilisant mes valises comme oreiller et mon manteau comme couverture. Le moindre bruit me faisait sursauter. La moindre ombre pouvait être une menace. Je comprenais parfaitement ce que Patricia essayait de faire, me montrer ma vulnérabilité, combien j'avais besoin de leur protection. Au matin, j'étais épuisée, transie de froid, et je commençais à tout remettre en question. Rebecca s'était peut-être trompée. 10 millions de dollars, c'était peut-être suffisant. Je devais peut-être simplement prendre l'argent et disparaître, recommencer ma vie ailleurs. Mais je me suis alors souvenu de quelque chose que Rebecca m'avait dit quand j'avais 16 ans, à propos d'un professeur raciste qui me donnait sans cesse des notes inférieures malgré mes excellents résultats aux examens. Parfois, Mélodie, le système est conçu pour te faire abandonner. Ils rendent les choses tellement difficiles, tellement douloureuses, tellement isolantes que partir semble être la seule option. Mais si tu pars, rien ne change. Si tu pars, il gagne, et la prochaine fille qui te ressemble devra affronter le même combat. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Robert Chen. Robert, j'ai besoin de savoir exactement quelle preuve Rebecca a laissée. Absolument tout. Parce que je suis sur le point de prendre une décision qui me sauvera ou me détruira complètement. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, dit Robert à voix basse. Quelque chose que Rebecca m'a fait promettre de ne révéler que si tu étais en réel danger. Quoi? Elle a tout enregistré, Mélodie. Chaque conversation avec David au sujet du testament. Chaque remarque raciste de Patricia. Chaque moment où ils ont révélé leur véritable nature. Elle possède des heures d'enregistrements audio et vidéo. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Parce qu'elle voulait que vous ayez le choix. Les combattre d'abord par vos propres forces, ou utiliser ces preuves en dernier recours. Je pense que nous avons atteint le dernier recours. Il est temps pour eux d'apprendre ce qui arrive lorsqu'on sous-estime la fille de Rebecca Williams. Lundi matin, je suis entrée dans l'immeuble de bureau de David vêtue des mêmes vêtements que je portais depuis une semaine, avec tout ce que je possédais dans un sac poubelle car une de mes valises avait été volée. J'avais exactement l'apparence qu'ils voulaient que je montre, désespérée, vaincue, brisée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais sur le point de réduire leur monde en cendres. La véritable guerre allait commencer. Je suis entrée dans la salle de conférence de Harrison et Associates avec l'air qu'ils voulaient que je sois, sans domicile fixe, désespérée, vaincue. David, Patricia et leur avocat renommé étaient déjà installés autour d'une table en acajou qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Mélodie, dit David, l'air visiblement sincèrement inquiet. Tu as l'air, ça va? J'ai posé mon sac poubelle contenant mes affaires par terre et je me suis assise en face d'eux. J'ai connu des jours meilleurs. Patricia fit glisser un document sur la table. Voici notre offre finale. 10 millions de dollars, plus les frais de scolarité, et un petit fonds de fiducie pour les imprévus. C'est plus que généreux. J'ai fixé le contrat du regard sans le lire. Et si je ne signe pas? Vous continuez donc à mener une bataille juridique perdue d'avance tout en vivant dans la rue, a déclaré leur avocat sans ambages. Madame Williams, j'ai examiné votre dossier. Les preuves contre vous sont accablantes. Même si vous parvenez à prouver que les documents financiers sont falsifiés, il subsiste une apparence d'irrégularité. Vous avez dissimulé un héritage considérable tout en acceptant la charité d'amis. Un jury ne l'acceptera pas. Surtout un jury composé de personnes de ce type, ajouta Patricia à voix basse. Ce groupe démographique. Blancs, riches, vivant en banlieue. Des gens qui,
en voyant une jeune femme noire prétendant mériter des centaines de millions de dollars, verrait exactement ce que David et Patricia voulaient qu'ils voient. Nous essayons de vous aider, dit David. 10 millions de dollars vous offrent un nouveau départ ailleurs. Vous pouvez construire la vie que vous souhaitez. Ailleurs. Loin de Chicago, loin du souvenir de Rebecca, loin de tout ce qui me reliait à la femme qui m'aimait. J'ai pris le stylo qu'ils avaient posé à côté du contrat. Avant de signer ceci, dis-je lentement, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi me détestez-vous autant? La question les a pris au dépourvu. Nous ne vous détestons pas, a rapidement déclaré Patricia. Alors pourquoi tout ce tracas? Pourquoi détruire ma relation avec Maya? Pourquoi falsifier des documents financiers? Pourquoi me laisser sans abri alors que vous auriez pu me proposer un accord dès le départ? David et Patricia échangèrent un regard. Parce que tu avais besoin de comprendre ta place, finit par dire David. Rebecca t'a perturbé quant à ton rôle au sein de cette famille. Elle t'a fait croire que tu appartenais à cet endroit d'une manière qui, enfin, ce n'était pas réaliste. Quelle est ma place? Tu étais le protégé de Rebecca. Une bonne action qu'elle a faite pour se sentir mieux dans sa peau. Mais les protégés n'héritent pas de fortune. Ils ne deviennent pas des membres de vraies familles. Voilà. La vérité qu'ils avaient éludée pendant des semaines. Donc, il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de prouver que quelqu'un comme moi ne mérite pas d'être aimé comme Rebecca m'a aimé. On peut aimer quelqu'un comme toi, dit Patricia avec précaution. Mais il y a des limites. Des frontières. Rebecca a oublié ses frontières. J'ai posé le stylo et j'ai sorti mon téléphone. Que faites-vous? Demanda leur avocat. Je passe un coup de fil. J'ai composé le numéro de Robert Chen. Robert, il est temps de passer les enregistrements de Rebecca. Mélodie, qu'est-ce que tu fais? La voix de David était empreinte de panique. Tu as dit que je devais comprendre ma place, ai-je dit en mettant le téléphone sur haut-parleur. Eh bien, il est temps pour toi de comprendre la tienne. La voix de Robert résonna clairement au téléphone. J'envoie le premier enregistrement maintenant. La voix de Rebecca emplit la pièce. Une conversation datant de 8 mois, lorsqu'elle était encore en assez bonne santé pour se déplacer librement dans la maison. David, je dois te parler de mon testament. Et alors, Rebecca? Je laisse tout à Mélodie. Tout? Rebecca, ce n'est pas, elle ne fait pas partie de la famille. Elle est plus comme une membre de ma famille que tu ne l'as jamais été. C'est ridicule. C'est une enfant placée en famille d'accueil que vous avez prise en pitié. Ce n'est qu'une phase de culpabilité passagère due à votre maladie. Je n'ai jamais été aussi claire sur quoi que ce soit dans ma vie. Mélodie est ma fille. Tu es mon beau-frère qui m'appelle 2 fois par an et ne vient me voir que lorsque tu as besoin d'argent. Le visage de David était devenu blanc. Éteignez ça. Il y en a plus, ai-je dit. L'enregistrement suivant était celui de Patricia parlant à Rebecca durant son dernier mois. Rebecca, tu ne réfléchis pas clairement. Les médicaments altèrent ton jugement. Mon jugement est excellent, Patricia. Alors pourquoi dilapider l'héritage de notre famille pour une jeune fille noire qui n'est même pas reconnaissante de ce que vous lui avez déjà donné? Une fille noire? Patricia, c'est de ma fille dont vous parlez. Ce n'est pas votre fille. C'est une inconnue pour laquelle vous avez eu pitié. Et maintenant, elle vous manipule pour que vous lui donniez tout ce pour quoi nous avons travaillé. Tout ce pour quoi nous avons travaillé? Patricia, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu as épousé cette famille pour l'argent, tout comme David. Patricia fixait le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe. Éteignez-le, murmura-t-elle. Encore une, ai-je dit. Cet enregistrement date de 2 semaines seulement avant la mort de Rebecca. Sa voix était plus faible, mais toujours aussi déterminée. Robert, je veux que tu comprennes bien une chose. Quand David et Patricia découvriront le testament, ils vont tout faire pour détruire Mélodie. Ils vont utiliser tous les stéréotypes racistes, toutes les tactiques cruelles possibles. Ils vont essayer de prouver qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Madame Williams, je crois que vous êtes pessimiste. Non, Robert. Je les connais. Je les observe depuis des années. Ils ont toléré Mélodie parce que je l'exigeais, mais ils ne l'ont jamais acceptée. Et quand je ne serai plus là, ils lui montreront exactement ce qu'ils pensent vraiment d'elle. Et vous voulez qu'elle vive ça? Je veux qu'elle voie qu'ils sont avant de décider quoi faire d'eux.
Je veux qu'elle comprenne que la cruauté de certaines personnes ne dit rien sur sa valeur, mais tout sur leur caractère. J'ai raccroché et j'ai jeté un coup d'œil autour de la table. David fixait ses mains. Patricia avait les larmes aux yeux, mais je n'arrivais pas à savoir si c'était de la honte ou de la colère. Il y a 6 heures d'enregistrement, dis-je doucement. Chaque commentaire raciste. Chaque remarque cruelle. Chaque moment où tu as révélé ta vraie nature, quand tu pensais que Rebecca n'écoutait pas. Ces enregistrements sont irrecevables devant le tribunal, a déclaré leur avocat, mais sa voix manquait de conviction. Peut-être lors d'un procès pénal. Mais dans une procédure civile pour abus de faiblesse? Quand ils démontreront que Rebecca était saine d'esprit et consciente de vos véritables sentiments à mon égard. Quand ils prouveront que vous avez menti sur votre relation avec elle pendant des années. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur Michigan Avenue. Tu sais ce que j'ai compris hier soir, assise sur ce banc? Tu n'as jamais voulu l'argent. Tu voulais me briser. Tu voulais prouver que Rebecca avait tort de m'aimer comme elle l'a fait. Melody. Kamenka David. Tu voulais me montrer que peu importe combien elle m'aimait, peu importe ce qu'elle m'a laissé, je serais toujours la personne démunie, celle qui n'avait pas sa place. La fille noire qui devrait se contenter des miettes. Je me suis retournée pour leur faire face. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. Rebecca ne m'a pas laissé cet argent par pitié. Elle me l'a laissé parce qu'elle savait exactement qui vous étiez et ce que vous feriez. Elle m'a laissé les moyens de vous détruire parce qu'elle savait que vous me forceriez à les utiliser. J'ai pris le contrat et je l'ai déchiré en deux. 10 millions de dollars? Patricia, je ne prendrais pas 10 millions de dollars de toi-même si j'étais affamée. Ce qui, grâce à toi, a failli être le cas. Que voulez-vous? Demanda David, d'une voix à peine audible. Je veux que tu comprennes que la petite fille noire que tu as tenté de briser est sur le point de devenir ton pire cauchemar. Je veux que tu saches que chaque mot cruel, chaque supposition raciste, chaque instant où tu m'as fait sentir que je n'avais pas ma place a été enregistré et documenté. J'ai pris mon sac poubelle et je me suis dirigée vers la porte. Où vas-tu? M'a crié Patricia. Pour récupérer tout ce que vous pensiez pouvoir me prendre. À commencer par ma maison. Le lendemain matin, je pénétrerai dans ce manoir en tant que propriétaire légal et commencerai le démantèlement systématique de tout ce sur quoi David et Patricia avaient bâti leur vie. Mais d'abord, je devais passer un coup de fil à quelqu'un qui attendait depuis 16 ans l'occasion de m'aider à me défendre. Quelqu'un qui savait exactement qui était vraiment Rebecca Williams, exactement ce qu'elle aurait voulu que je fasse aux personnes qui avaient trahi son amour. La guerre était sur le point de se transformer en massacre. L'appel que j'ai passé était destiné à Catherine Morrison, la meilleure amie de Rebecca, une femme qui connaissait Rebecca depuis 40 ans et qui avait suivi notre relation depuis le tout début. « Mélodie, ma chérie », dit Catherine en entendant ma voix. « Je me demandais quand tu m'appellerais. »« Madame Morrison, j'ai besoin d'aide. »« Je sais exactement ce dont tu as besoin, ma chérie. Rebecca m'avait dit que ce jour viendrait. » 3 heures plus tard, j'étais assise dans le penthouse de Catherine Morrison, avec vue sur le lac Michigan, vêtue de vêtements propres pour la première fois depuis une semaine et savourant mon premier vrai repas depuis des jours. Rebecca est venue me voir 2 mois avant sa mort, dit Catherine en versant du thé d'un élégant service en argent. Elle m'a tout raconté. Le testament, ce qu'elle attendait de David et Patricia, les preuves qu'elle avait rassemblées. Elle savait qu'ils essaieraient de me détruire. Elle savait qu'ils révéleraient leur véritable identité. Et elle voulait s'assurer que tu aies des alliés le moment venu. Catherine Surratt. Sais-tu que Rebecca m'a laissé des instructions précises dans son testament? J'ai secoué la tête. Elle m'a laissé 50 000 dollars à une seule condition, que je les utilise pour t'aider à te battre le moment venu. Elle a dit que je le saurais quand ce moment serait arrivé. Le moment est venu. Oui, c'est le cas. Maintenant, dites-moi ce dont vous avez besoin. Ce dont j'avais besoin était simple. Une équipe juridique capable d'agir rapidement, une agence de relations publiques qui comprenne comment contrôler les récits, et un plan qui exposerait les mensonges de David et Patricia de la manière la plus dévastatrice possible. Catherine a passé 3 coups de fil. En 2 heures, j'avais une équipe d'avocats spécialisés en droit successoral et en droit civique. Le soir même, j'avais engagé une agence de relations publiques ayant géré des affaires de discrimination très médiatisées. Le lendemain matin, j'avais un plan qui allait tout changer. Le plan était d'une simplicité élégante. Dans une semaine, la famille Williams organiserait son gala de charité annuel, une soirée de gala réunissant 200 des familles les plus fortunées de Chicago.
David et Patricia préparaient cet événement depuis des mois, y voyant l'occasion de s'imposer comme les nouveaux chefs de l'héritage familial des Williams. Ils n'avaient aucune idée que cela allait devenir leur exécution publique. Mon équipe juridique a agi rapidement. En 3 jours, nous avons déposé des requêtes pour débloquer tous les actifs successoraux, en invoquant de nouvelles preuves de fraude et de manipulation de la part de la famille. Nous avons produit les enregistrements de Rebecca comme preuve de sa pleine santé mentale et de ses intentions claires. Nous avons documenté chaque mensonge de David et Patricia, chaque document falsifié, chaque attaque raciste. Mais surtout, nous avons commencé à enquêter sur eux. Ce que nous avons découvert était explosif. David détournait des fonds de son cabinet d'avocats depuis 2 ans, utilisant l'héritage que Rebecca devait recevoir pour dissimuler ses agissements. Patricia entretenait une liaison avec son entraîneur personnel et comptait quitter James dès qu'elle aurait mis la main sur l'argent de Rebecca. Marcus avait été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse, des incidents que la famille avait étouffés grâce à l'argent et à ses relations. Ils n'étaient pas seulement avides et racistes. C'étaient des criminels et des hypocrites qui se cachaient derrière une façade de respectabilité que l'argent de Rebecca leur avait procuré. Le soir du gala, je me tenais devant le miroir de la suite pantouse que Catherine m'avait réservée au Four Seasons, ajustant le collier de diamants qui avait appartenu à la grand-mère de Rebecca, celui que j'avais légalement le droit de porter. Ma robe était une création sur mesure, une somptueuse robe noire qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Ma coiffure était l'œuvre de la même coiffeuse que celle de l'élite de Chicago. Mon maquillage était impeccable. J'avais l'air d'un riche de la vieille école. J'avais l'air d'un homme puissant. J'avais l'air de ce que j'étais vraiment, un multimillionnaire qui avait plus sa place dans ces cercles que la moitié des gens qui s'y trouvaient. « Tu es prête pour ça ?» demanda Catherine en redressant mon collier. « Je suis prêt pour ça depuis toujours. » Le gala se tenait au musée d'histoire de Chicago, dans la grande salle de bal où Rebecca et moi avions assisté ensemble à des événements lorsque j'étais plus jeune. L'ironie était parfaite. Ils célébraient leur victoire dans le même lieu où Rebecca m'avait appris à me comporter dans la haute société. Je suis arrivé précisément au moment où David devait prononcer son discours sur la perpétuation de l'héritage de générosité et de valeurs familiales de Rebecca. La salle de bal était comble, réunissant l'élite de Chicago, juges, politiciens, chefs d'entreprise, journalistes mondains. Tous ceux qui comptaient dans la ville étaient là pour assister à ce qu'ils considéraient comme l'accession au pouvoir de David et Patricia. Je suis entré juste au moment où David s'approchait du podium. « Mesdames et messieurs, » commença David, « merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer la vie et l'héritage de ma chère belle-sœur, Rebecca Williams. » Je me tenais au fond de la salle, invisible dans la foule, attendant le moment parfait. Rebecca était une femme pour qui la famille primait surtout, poursuivit David. Elle comprenait que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais au lien que nous tissons avec ceux que nous aimons. Le public murmura des murmures d'approbation. Patricia, à l'écart, rayonnait de fierté dans sa robe de créateur et les bijoux de Rebecca. C'est pourquoi, a déclaré David, Patricia et moi sommes honorés de créer la fondation Rebecca Williams pour les valeurs familiales, en utilisant son patrimoine pour soutenir les familles traditionnelles et les institutions qui renforcent notre communauté. Des familles traditionnelles. Le langage codé était parfait. J'ai commencé à marcher vers l'avant de la salle. Quelques personnes se sont retournées pour me regarder, la confusion se lisant sur leur visage car elles m'avaient reconnu mais ne comprenaient pas ce que je faisais là. Rebecca croyait, poursuivit David, que la famille, c'est prendre soin des siens, que les liens du sang sont plus forts que tout, que certains liens sont sacrés et indestructibles. J'arrivai au premier rang juste au moment où David prenait son rythme. Mesdames et messieurs, dis-je d'une voix qui portait clairement dans la salle de bal, j'aimerais dire quelques mots sur Rebecca Williams et les liens familiaux. Un silence de mort s'installa dans la pièce. David Devant livid. Patricia avait l'air d'avoir vu un fantôme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ai-je poursuivi en me dirigeant vers le podium, je m'appelle Melody Williams. Je suis la fille adoptive légale de Rebecca et l'unique héritière de sa fortune. Des murmures d'étonnement parcoururent la foule. Les journalistes mondains se mirent aussitôt à prendre des notes. « David, pourrais-tu te mettre de côté ? J'ai des choses à te dire concernant les véritables souhaits de ma mère. » David resta figé au podium. Je l'ai doucement mais fermement écarté et j'ai pris sa place. La foule était désormais complètement silencieuse, suspendue à chaque mot. Ma mère m'a laissé une lettre avant de mourir. Ai-je commencé en sortant le document original écrit par Rebecca. Elle y disait quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce soir.
J'ai commencé à lire les propres mots de Rebecca. Mélodie est la fille de mon cœur, l'enfant que j'ai choisi d'aimer inconditionnellement. Elle mérite tout ce que j'ai à lui offrir, car elle m'a tout donné. Le reste de ma famille m'aimait pour ce que je pouvais apporter. Elle m'aimait pour ce que j'étais. Le silence dans la pièce était assourdissant. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi David et Patricia vous ont dit qu'il héritait de la fortune de Rebecca. Ai-je poursuivi? La réponse est simple, ils ont menti. J'ai fait un signe de tête à Catherine, qui a commencé à distribuer des copies de documents juridiques aux journalistes présents dans la salle. Ce sont des copies certifiées conformes du testament de Rebecca, de ses papiers d'adoption qui font de moi sa fille légale, et des ordonnances du tribunal de cette semaine débloquant la succession et confirmant mon héritage. Patricia a tenté de se diriger vers la sortie, mais des agents de sécurité, mes agents de sécurité, étaient déjà postés à chaque porte. Mais plus important encore, ai-je dit, je veux que vous entendiez ce que Rebecca pensait vraiment des gens qui prétendaient l'aimer. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté au système audio que David avait installé pour son discours. La voix de Rebecca résonna dans la salle de bal. David m'a prise à part aujourd'hui pour me parler de mon testament. Il a dit qu'il était préoccupé par mes obligations envers Mélodie après ma mort. Des obligations. Comme si l'aimer était un fardeau que j'avais pris par devoir. Le public était captivé. C'était bien mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. L'enregistrement suivant était celui de Patricia. Rebecca, tu ne réfléchis pas clairement. Les médicaments altèrent ton jugement. Pourquoi dilapides-tu l'héritage de notre famille pour une jeune fille noire qui n'est même pas reconnaissante de ce que tu lui as déjà donné? Le racisme était désormais exposé au grand jour. Les dames de la haute société qui avaient approuvé le discours de David sur les valeurs familiales fixaient maintenant Patricia avec horreur. Mais je n'avais pas fini. Depuis un mois, ai-je annoncé, David et Patricia racontent que j'ai manipulé une femme mourante pour qu'elle modifie son testament. Ils prétendent que je suis une profiteuse qui a abusé du chagrin et des médicaments de Rebecca. J'ai désigné l'écran préparé pour la présentation de David. Mon équipe juridique a commencé à projeter les documents financiers. Voici les véritables documents financiers qui prouvent que David détourne des fonds de son cabinet d'avocats depuis 2 ans, prévoyant d'utiliser l'héritage de Rebecca pour dissimuler son vol. David essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Ce sont les faux relevés bancaires que Patricia et David ont fabriqués pour faire croire que j'avais menti sur mon accès à l'argent. Les preuves étaient accablantes, indéniables. Et ceci, dis-je, alors que le document final apparaissait à l'écran, est le test ADN prouvant que le fils que Patricia prétend être celui de James est en réalité l'enfant de son entraîneur personnel. Patricia s'est effondrée sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. La salle explosa de joie. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Les personnalités mondaines murmuraient, sous le choc. Ceux qui étaient venus célébrer l'accession au trône de David et Patricia assistaient à leur chute. Mesdames et messieurs, dis-je en élevant la voix pour couvrir le chaos, Rebecca Williams m'a légué sa fortune non pas parce que je l'ai manipulée, mais parce qu'elle a parfaitement compris qui étaient ces gens. Elle savait qu'ils révéleraient leur vrai visage dès qu'ils penseraient pouvoir s'en tirer. J'ai regardé David et Patricia droit dans les yeux. Tu as passé le mois dernier à essayer de prouver qu'une fille noire ne pouvait pas mériter d'être aimée comme Rebecca m'a aimée. Tu as utilisé tous les stéréotypes racistes, toutes les tactiques cruelles, toute la once de privilèges dont tu disposais pour essayer de me briser. Ma voix est devenue plus forte, plus autoritaire. Vous avez en réalité prouvé que Rebecca avait raison sur toute la ligne. Vous êtes exactement les personnes avides, pleines de préjugés et sans cœur qu'elle a toujours su que vous étiez. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. Le silence qui suivit fut absolu. La fondation Rebecca Williams sera bel et bien créée, ai-je annoncé. Mais elle soutiendra les jeunes placés en famille d'accueil, offrira des bourses d'études aux étudiants qui me ressemblent et luttera contre le type de discrimination que vous avez perpétué toute votre vie. Je me suis éloigné du podium et j'ai marché vers la sortie, la tête haute, les épaules droites. Ah, et David? Ai-je répondu. La sécurité sera à la maison demain matin pour vous raccompagner. Vous tous. Ne prenez rien qui ne vous appartienne pas. Je me suis arrêté à la porte et j'ai jeté un coup d'œil en arrière à la foule de l'élite de Chicago, qui était encore sous le choc de ce qu'elle venait de voir. Ma mère disait toujours que la vérité finit toujours par éclater. Ce soir, vous avez vu exactement ce qu'elle voulait dire. Je suis sorti de cette salle de bal en étant propriétaire de tout ce que David et Patricia pensaient leur appartenir, laissant derrière moi les ruines fumantes de leur réputation et de leur vie.
La petite fille noire qu'ils avaient tenté de détruire venait de devenir la femme la plus puissante de la pièce. Et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, je me tenais dans le hall d'entrée de ma maison, et c'était incroyable d'y penser ainsi. En train de regarder David et Patricia emballer leurs affaires sous l'œil vigilant de mon équipe de sécurité. Le gala avait fait la une de 3 journaux. Scandale mondial. La famille Williams démasquée pour fraude successorale, titrait le Chicago Tribune. L'histoire avait tout pour plaire aux journalistes. Racisme, corruption, adultère et un retournement de situation spectaculaire. David pouvait à peine me regarder en portant des cartons jusqu'à sa voiture. Son cabinet d'avocats l'avait licencié le matin même après la révélation des preuves de détournement de fonds. James, le mari de Patricia, avait demandé le divorce et réclamait la garde de leurs enfants. Marcus et Matthew risquaient tous deux l'exclusion de leurs universités respectives pour conduite en état d'ivresse, désormais de notoriété publique. « Mélodie, dit Patricia en arrivant devant la porte d'entrée, je veux que tu saches que Rebecca aurait honte de ce que tu as fait à cette famille. » Je lui ai souri, pas un sourire cruel, juste un sourire paisible. « Patricia, Rebecca m'a laissé des heures d'enregistrement précisément parce qu'elle savait que ce jour arriverait. Elle voulait que j'aie les arguments pour me défendre quand tu révélerais ta véritable identité. » J'ai fait un geste circulaire dans le hall d'entrée. Il ne s'agit pas pour moi de détruire la famille. Il s'agit de protéger ce qu'elle a construit contre des gens qui ne l'ont jamais mérité. Tu n'es qu'une enfant placée en famille d'accueil qui a eu de la chance, cracha Patricia, révélant une dernière fois son vrai visage. Vous avez raison, dis-je calmement. Je suis une enfant placée en famille d'accueil qui a eu de la chance. J'ai eu la chance d'être aimée par une femme qui a su voir au-delà de vos préjugés et m'a choisie comme sa fille. J'ai eu la chance d'hériter non seulement de son argent, mais aussi de sa sagesse quant à savoir qui mérite sa loyauté et qui mérite d'être définitivement rayé de votre vie. Patricia est partie sans un mot de plus. Hélène était la dernière à sortir. Elle s'est approchée de moi avec hésitation. Mélodie, je tiens à m'excuser. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû voir ce qu'il faisait. Hélène, tu as été la seule à me témoigner de la gentillesse après la mort de Rebecca. Le fonds de dotation que je suis en train de créer comprend une bourse d'études à ton nom. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu n'es pas obligé de faire ça. Rebecca disait toujours que les bonnes personnes devaient être récompensées, et non punies. Tu as essayé de m'aider alors que tu pensais que je n'avais rien. Ça compte. Après le départ de tous, je me suis retrouvée seule dans le bureau de Rebecca, devenu mon bureau, entourée de ses livres, de ses photos et du parfum qui persistait. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une véritable paix intérieure. Mon téléphone a sonné. Maya. J'ai vu les infos, dit-elle. Oh mon Dieu, Mélodie. Ils ont vraiment fait tout ça? Chaque mot. Je suis vraiment désolée d'avoir douté de vous. Quand David m'a montré ses relevés bancaires, j'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Maya, tu as été manipulée par des gens qui pratiquent la manipulation depuis toujours. Tu n'as rien à te reprocher. Quand puis-je te voir? Je veux tout savoir. Et si on dînait ce soir? Je cuisine. J'ai une cuisine magnifique maintenant. Maya a ri, le premier vrai rire que je lui ai entendu depuis l'accident. Je serai là. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour Maya dans la cuisine où Rebecca m'avait appris à cuisiner. Nous nous sommes assises à la table à manger où j'avais subi tant de repas de famille pénibles, mais maintenant, je me sentais de nouveau chez moi. Et maintenant, que se passe-t-il? Demanda Maya. Je veux dire, tu es officiellement millionnaire. Je suis officiellement bien plus qu'un millionnaire, ai-je dit. Mais honnêtement, je veux faire exactement ce que Rebecca aurait voulu que je fasse. Au cours des mois suivants, j'ai mis ce plan à exécution. La fondation Rebecca Williams est devenue l'un des plus importants programmes de bourse d'études pour les enfants placés en famille d'accueil du pays. J'ai mis en place des programmes de mentorat, financé des cours préparatoires à l'université et créé des fonds d'aide d'urgence pour les jeunes quittant le système de placement. Mais surtout, j'ai utilisé ma nouvelle tribune pour parler du placement en famille d'accueil, des familles qui vous choisissent par rapport aux familles dans lesquelles vous naissez, des difficultés particulières rencontrées par les enfants noirs dans des environnements majoritairement blancs. 6 mois après le gala, j'ai été invitée à prononcer un discours d'ouverture lors d'une conférence pour parents adoptifs. Debout à la tribune, face à des centaines de personnes qui avaient choisi d'aimer des enfants qui n'étaient pas les leurs biologiquement, j'ai ressenti la présence de Rebecca plus intensément que depuis sa disparition. Ma mère me disait toujours que l'amour n'est pas une question de sang.
ai-je dit. C'est une question de choix. C'est être présent chaque jour et dire « tu comptes pour moi », non pas par obligation, mais par envie. Après mon discours, une jeune fille noire s'est approchée de moi avec ses parents adoptifs, un couple blanc qui la regardait avec la même fierté que Rebecca manifestait lorsqu'elle parlait de mes réussites. « Je vous ai vu aux informations », dit timidement la jeune fille. « Mes parents m'ont montré le reportage sur la façon dont vous avez hérité de tout cet argent. Qu'en avez-vous pensé ? Je trouvais ça génial que ta mère t'aime au point de tout te léguer. Mes parents disent qu'ils m'aimeront aussi de la même façon. » Son père adoptif sourit. Nous lui disons tous les jours qu'elle n'est ni notre fille d'accueil ni notre fille adoptive. Elle est simplement notre fille. En observant cette famille, en voyant l'amour sincère qui les unissait, j'ai compris que le plus beau cadeau de Rebecca n'était pas l'argent. C'était de m'avoir montré à quoi ressemblait une vraie famille, afin que je puisse la reconnaître lorsque je la retrouverais. 1 an plus tard, je me trouvais dans la même salle de bal où j'avais révélé les mensonges de David et Patricia, mais cette fois-ci, j'organisais mon propre événement, le premier gala annuel de la Fondation Rebecca Williams. La salle était remplie de familles d'accueil, de travailleurs sociaux, de jeunes ayant quitté le système de placement et de donateurs convaincus que chaque enfant mérite d'être aimé. Maya était présente, complètement remise de son accident et travaillant comme coordinatrice des programmes de la Fondation. Catherine Morrison était là, rayonnante de fierté en m'écoutant prononcer mon discours. Hélène était là avec sa famille, portant un badge indiquant qu'elle était donatrice d'une bourse. Mais la personne dont j'étais le plus fier était le docteur Sarah Martinez, la médecin urgentiste qui m'avait appelé le soir de l'accident de Maya. Elle est venue me voir après mon discours. « Je tenais à vous remercier, » dit-elle. « La bourse que votre fondation a accordée à mon neveu lui a permis d'aller à l'université. Il étudie maintenant le travail social et souhaite aider les enfants comme vous l'avez aidé. Des enfants comme moi. Des enfants qui ont besoin de quelqu'un qui croit en eux quand personne d'autre ne le fait. » Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, chez Rebecca, chez nous, et je me suis assise dans son bureau pour lire la dernière lettre qu'elle m'avait laissée, celle que j'avais gardée précieusement pour ce moment précis. « Ma très chère Mélodie, » commençait le message, « si tu lis ceci, c'est que tu as traversé la tempête que je savais imminente. Tu as vu David et Patricia sous leur pire jour, et tu as choisi comment réagir. J'espère que tu as choisi la justice plutôt que la vengeance, la vérité plutôt que la facilité, l'amour plutôt que la haine. Oui. J'avais dénoncé leurs mensonges, mais je ne les avais pas détruits au-delà des conséquences de leurs propres actes. J'avais récupéré ce qui m'appartenait de droit, mais je l'avais utilisé pour bâtir quelque chose de beau plutôt que de vindicatif. Je veux que tu saches, poursuivait la lettre, que t'aimer a été le plus grand privilège de ma vie. Non pas parce que tu étais reconnaissante, non pas parce que tu étais facile à aimer, mais parce que tu étais toi. Tu étais intelligente, gentille et forte, et tu m'as rendue meilleure chaque jour. J'ai refermé la lettre et j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Les photos de Rebecca étaient toujours accrochées au mur, mais il y en avait maintenant de nouvelles aussi. Des photos de Maya et moi, des photos d'événements de la Fondation, des images des boursiers qui étaient maintenant à l'université grâce aux derniers dons de Rebecca. La pièce semblait revivre, pleine de sens et d'espoir, et porteuse de la continuité d'un héritage qui représentait bien plus que de l'argent. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, j'ai vu votre discours en ligne. Je suis un enfant placé en famille d'accueil à Cleveland. Comment puis-je postuler à votre programme de bourse ? J'ai souri et j'ai répondu, envoie-moi tes informations. Et souviens-toi, tu mérites d'être aimé, tu mérites des opportunités et tu mérites de rêver en grand. C'est le message que j'essaie de transmettre chaque jour aujourd'hui, à travers la Fondation, à travers mes interventions publiques, par le simple fait d'utiliser ma notoriété pour rappeler aux gens que l'amour n'est pas limité par la biologie, la race ou les circonstances. Rebecca m'a appris que la famille se construit, elle n'est pas celle dans laquelle on est. Que l'amour est un choix, une obligation. Que la justice n'est pas une question de vengeance, mais de faire éclater la vérité et de protéger les innocents. David et Patricia pensaient pouvoir m'effacer de l'histoire de Rebecca, me réduire à une simple note de bas de page concernant cette période caritative. Au lieu de cela, ils ont fait de moi le prolongement de son héritage. Aujourd'hui, je vaux bien plus que ce qu'ils n'auraient jamais osé espérer. Pas seulement financièrement, mais à tous les égards qui comptent vraiment. J'ai une famille que j'ai choisie et qui m'a choisi. J'ai un travail qui rend hommage à la femme qui m'a élevée. J'ai la satisfaction de savoir que chaque jour, quelque part dans le pays, un enfant placé en famille d'accueil reçoit une bourse, un mentor, la chance de croire en son importance.
Voilà le véritable héritage de Rebecca, non pas l'argent, mais la certitude que l'amour se multiplie lorsqu'on le donne. Et en parlant de partage, j'espère que vous avez apprécié cette histoire autant que j'ai aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la force de la famille choisie, de l'importance de s'affirmer, et de la façon dont l'amour peut triompher des préjugés et de la cruauté. Je reçois chaque jour des messages de personnes qui me disent que cette histoire leur a redonné espoir, leur a donné la force de mener leur propre combat contre ceux qui ont essayé de les rabaisser. Cela compte énormément pour moi. La semaine prochaine, je partagerai une autre histoire qui me tient particulièrement à cœur. Celle d'une jeune femme qui a découvert que toute sa vie était bâtie sur un mensonge, et comment elle a utilisé cette découverte pour se reconstruire et devenir une personne plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. En attendant, n'oubliez pas que vous méritez d'être aimé, respecté, et de vous battre pour ce qui vous revient de droit. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Voici Melody Williams. Et voici comment j'ai appris que parfois, la famille qui vous rejette ne vaut pas la peine d'être gardée, mais que la famille qui vous choisit vaut tout. Merci de votre écoute, et à la prochaine.